projet et à la discussion de ce sujet important, mais vous présente en quelques mots le projet et la pertinence qu'il a pour la clinique de droit. Je m'appelle Roman Zenigrad, je suis chercheur postdoctoral à l'Université américaine de Paris et Clinical Fellow à l'École de droit de Sciences Po. Mon travail porte sur les droits fondamentaux et la théorie constitutionnelle, en particulier le droit de l'éducation. Et j'ai eu le plaisir de superviser ce projet en tant que tuteur depuis le début de cette collaboration et de travailler en collaboration avec Anna Horvatin, qui est la tutrice principale du projet cette année. La clinique a été fondée il y a une dizaine d'années par Jérémy Perelman, professeur de droit à la faculté de droit de Sciences Po. Cette institution s'inspire du modèle expérimenté dans les law schools américaines par lequel des étudiants en droit s'engagent dans des projets d'intérêt public au cours de leurs études, complétant ainsi leur apprentissage par une expérience concrète du travail juridique, encadrée par des enseignants et des acteurs de la vie civile. La clinique de l'école de droit de Sciences Po est très rapidement passée d'un projet pilote à l'une des plus grandes fiertés de l'école de droit et a un élément essentiel de la formation juridique des étudiants en master par le biais d'une mise en pratique de leurs connaissances. Et aujourd'hui, nous encadrons plusieurs dizaines de projets chaque année et avons une centaine d'étudiants travaillant avec des ONG comme Right to Education Initiative, des institutions publiques et des entreprises privées autour de 5 axes. Et droits humains, un axe international orienté sur la problématique des droits humains, de la mondialisation économique et du développement, dans lequel s'intègre ce projet. Accès au droit, un axe de proximité locale orienté par des problématiques d'accès au droit. RSE, un axe dédié aux questions de responsabilité sociale des entreprises. Enfin, environnement, un axe orienté vers des questions de justice environnementale et transition écologique. Le projet qui va vous être présenté aujourd'hui est le fruit d'une collaboration de la clinique de droit avec le Right to Education Initiative, avec qui nous avons eu le plaisir et le privilège de travailler depuis 2018. Le projet a bénéficié du travail acharné de 9 excellents étudiantes et étudiants en master de droit et affaires internationales. Certains sont parmi nous aujourd'hui et je suis heureux de vous voir toutes et tous. Et une équipe d'experts hautement qualifiés sur le droit à l'éducation de RTE, The Right to Education Initiative. Le droit de l'éducation et le droit à l'éducation sont au cœur de mes recherches et de ce point de vue de la recherche en droit, je voudrais d'emblée insister sur l'apport et l'importance de ce projet à plusieurs titres. Un premier titre, il faut noter que la recherche en droit, en particulier dans le sous-domaine des droits sociaux et fondamentaux, s'intéresse globalement peu au droit à l'éducation. Le champ est maigre et peu de recherche dans le monde s'intéresse à l'éducation comme objet juridique, qui plus est dans le champ des droits humains et dans une perspective internationale. Ce projet permet donc de faire la part belle à un sujet à la fois urgent et peu exploré dans la recherche en droit. Un deuxième titre, l'intégration d'une recherche juridique avec une activité et des objectifs de plaidoyer a été particulièrement fertile tant pour RTE que pour la recherche. Et ceci est assez rare pour le souligner. Les deux types d'approches et d'expertise professionnelle se sont réellement rencontrés dans ce projet et se sont nourris l'une de l'autre. Enfin, et c'est certainement là le plus important, la recherche qui a été menée par les étudiants dans le cadre de ce projet offre une contribution substantielle et particulièrement pertinente à la recherche juridique sur l'éducation et pour le droit à l'éducation. Face à la représentation formelle de l'égalité d'accès à l'éducation et au discours et institutions juridiques bâti sur une certaine idée de l'égalité des chances par l'éducation, la recherche montre au contraire que l'inégalité sociale peut se structurer par ces institutions et mécanismes juridiques. Mais nous aurons le plaisir d'en entendre plus cet après-midi. En tant que tuteur académique, je suis particulièrement heureux qu'Anna Horvatin, qui a travaillé sur ce projet l'année dernière en tant qu'étudiante, ait accepté de devenir tuteur des étudiants cette année et fait un travail remarquable en les consultant et en supervisant leur travail. Je tiens à remercier Anna pour son tutorat pendant cette année Covid difficile. Je tiens aussi à exprimer ma grande appréciation et ma gratitude à Juliana Lima, qui a structuré le travail de cette année, a investi de grands efforts dans la formation et l'orientation des étudiantes, dans leur recherche et leur plaidoyer. Et enfin, je tiens à remercier Delphine Dorsey pour son initiative de lancer cet important projet et pour son engagement dans le travail avec la clinique. Elle a ainsi offert à nos étudiants une opportunité précieuse de s'informer sur les inégalités dans l'éducation à partir du terrain et auprès des experts de Right to Education Initiative. C'est avant tout ici, bien sûr, les étudiantes et les étudiants qui ont travaillé sur ce projet au fil des années que je tiens à remercier, dont 3, Elodie, Fiona et Inès, vont présenter et discuter de ces conclusions aujourd'hui. Enfin, merci à tous nos invités de participer à cette table ronde. Je souhaite à tous une discussion fructueuse. Merci.
Merci Romane et merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet et ceux qui sont autour de la table aujourd'hui pour discuter avec nous de ces efforts après 3 ans de recherche et d'analyse avec les étudiants. Juste un mot brièvement, donc Right to Education Initiative, initiative pour le droit à l'éducation en français. On est une organisation internationale de promotion et de défense du droit à l'éducation. Et notre vocation, c'est vraiment de rendre accessibles les informations liées au droit à l'éducation et de donner des outils aux acteurs et aux détenteurs de droits pour faire valoir leurs droits. Et un de nos axes de travail, c'est de faire du suivi de la mise en œuvre du droit à l'éducation et des possibles violations du droit à l'éducation. Et on est vraiment très heureux d'avoir pu collaborer avec la clinique de Sciences Po et particulièrement les étudiants pour aller voir ce qui se passe au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc, on a choisi ça sur la France parce que les étudiants, ils étaient basés à Paris. Donc, on a voulu voir ce qui se passait en France. Le droit à l'éducation, c'est pas que l'enseignement primaire et secondaire, c'est aussi l'enseignement supérieur et c'est aussi important que les autres niveaux. Et en fait, on voit que quand il y a des disparités, des inégalités dans les autres niveaux, donc par exemple au primaire, au secondaire et même dans la petite enfance, ça se répercute. Ces inégalités-là, elles se répercutent dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur est à s'assurer qu'il y a un accès pour tous à l'enseignement supérieur et qu'il y ait une égalité d'accès. C'est primordial pour avoir une société qui soit plus égalitaire, où tous les groupes de la société puissent être représentés dans des postes notamment à responsabilité, que ce soit dans la recherche, dans des postes de direction, de pouvoir, etc. Et donc, c'est essentiel qu'on puisse se garantir ça. Et quand on a choisi la France, parce que les étudiants étaient là et qu'on a voulu avec eux faire un projet pilote pour pouvoir aller interviewer d'autres étudiants, regarder ce qui se passait sur place. Ils ont fait un travail remarquable de documentation cette année, par exemple, sur l'impact de la pandémie sur l'accès à l'enseignement supérieur. L'idée, c'était de se dire, ah oui, bon, en France, a priori, ça va plutôt, l'accès à l'enseignement supérieur, on a accès plus ou moins à un enseignement qui peut être plus ou moins gratuit, parce que ce n'est pas le cas justement pour tout, mais au vu des tendances internationales, puisque nous, on travaille à l'international, au vu des tendances internationales, des manifestations dans de nombreux pays, de l'augmentation des frais de scolarité, surtout des frais indirects, du développement de la privatisation de l'éducation, dont Thibault nous parlera, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe en France ? Est-ce que la France est toujours un modèle, un exemple, où il y a des choses sur lesquelles il faut avoir des points de vigilance? Et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler avec les étudiants. Et ce qui a été très intéressant, ils vont nous présenter les résultats de leurs recherches, mais en fait, on partait pour travailler sur privatisation, inégalité, et en fait, eux, ils sont partis dans une branche où ils se sont rendus compte qu'il y avait des inégalités territoriales en France qui impactaient grandement l'accès à l'enseignement supérieur. Et c'est une recherche initiale qu'ils ont commencé à faire, mais en fait, ça a déjà été présenté dans des colloques l'année dernière à Montpellier sur l'égalité des chances et égalité de réussite, et où il y a eu des retours très positifs, où en fait, c'est un sujet qui demande d'être approfondi et beaucoup plus mis en valeur. Et c'est aussi la raison pour laquelle on est aujourd'hui autour de cette table avec des acteurs clés de l'éducation en France pour avoir un dialogue autour de ce rapport. Donc, il y a eu un rapport qui a été publié par les étudiants en 2019 sur la base de ces recherches-là. L'année suivante, parce ça fait 3 ans qu'on fait ce projet avec Sciences Po, l'année suivante, il y a eu une note de positionnement qui a été faite beaucoup plus analytique et synthétique, qui a notamment été partagée à ce colloque et déjà partagée avec des représentants du gouvernement et des parlementaires avec lesquels on souhaite vraiment engager un dialogue sur cette question-là. Les étudiants, cette année, ils ont continué ce travail-là en publiant une page sur notre site internet sur le droit à l'enseignement supérieur, pour comprendre quelles sont les obligations des États derrière cette problématique. Et comme je le disais, ils ont aussi rapporté des témoignages et des entretiens pour mettre en lumière l'impact de la pandémie du Covid-19 sur le droit à l'éducation cette année, avec un focus particulier sur le droit à l'éducation. Pour nous, c'est une grande chance de pouvoir travailler au plus près des acteurs qui sont concernés, des étudiants. Et encore une fois, merci pour tout le travail qui a été fait par l'équipe de cette année, mais par les étudiants des autres années. Je trouve ça remarquable qu'on ait pu mener ce projet sur 3 ans. Et les recherches qu'on a fait, ce n'est pas juste un projet pilote pour voir comment on utilise des outils pour faire suivi du droit à l'éducation, même si on prévoit cette année de publier un guide de suivi pour inspirer d'autres chercheurs et recherches dans d'autres pays aussi.
sur les inégalités dans l'enseignement supérieur, mais c'est aussi pour vraiment ouvrir un débat. Donc, c'est une discussion qu'on va porter au Comité des droits économiques, sociaux et culturels l'année prochaine quand la France sera revue. C'est une question qu'on veut porter sur la table aussi de la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur. Pour nous, c'est un vrai débat, les inégalités dans l'enseignement supérieur. Et ici, c'est l'exemple de la France, mais au-delà de la France. Voilà, donc merci à tous. Encore heureuse de la collaboration avec Sciences Po. Et merci à vous d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet important. Merci Romain, merci Delphine. Je vous ai mis dans les chats les liens donc pour la page qui a été donc créée avec les étudiants, rédigés par les étudiantes ici présentes sous l'enseignement supérieur dans le site internet des Right to Education Initiative, ainsi que les liens pour les rapports qui est encore en anglais, mais qui sera publié en français très prochainement, probablement en début de la semaine prochaine, parce qu'il reste encore quelques petites révisions à faire. Et finalement, la note de positionnement qui, avec des recommandations qui ont été formulées par les étudiants en collaboration dans les cas de ces partenariats auxquels vous pouvez donc accéder. Je me permets également, avant de donner la parole à la présentation du rapport, de partager avec vous un autre lien que je mets tout de suite dans les chats. C'est un lien pour un document partagé, donc vous pouvez inscrire votre nom et votre organisation si vous voulez être tenu informé de la suite du développement de nos activités au égard des inégalités dans l'enseignement supérieur. Dont on a déjà évoqué, donc les discussions futures avec les membres du gouvernement, les députés, etc., ainsi que la conférence mondiale de l'UNESCO et les rapports qu'on présentera donc pour les conseils, au Conseil de l'ONU. Donc, voilà un document partagé sur lequel vous pouvez inscrire votre nom. Et sans plus tarder, donc j'invite Inès, Elodie et Fiona à présenter les rapports, et j'invite Thibaut aussi à nous joindre pour nous parler un peu sur les questions des privatisations et les liens avec les inégalités. Donc, vous avez la parole. Je tiens à vous dire que c'était un grand plaisir de travailler avec vous cette année, et j'espère que tout le monde aura l'occasion de profiter un peu de votre expertise grandissante sur les sujets. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous remercier pour toutes ces belles éloges et pour tous ces remerciements. Je pense que ça a été un véritable plaisir pour nous aussi de participer à ce projet. Et du coup, je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Vous voyez bien? Très bien. C'est parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes 3 étudiantes de la clinique de droit de Sciences Po Paris et nous venons vous présenter un travail de recherche qui a été mené depuis 3 ans avec Right to Education Initiative sur l'impact du lieu d'origine, c'est-à-dire là où un ou une étudiante a grandi, sur son accès à l'enseignement supérieur. Ces questions s'inscrivent dans le droit international puisque le droit à l'enseignement supérieur est garanti à l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore aux articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Certaines normes du droit international vont particulièrement nous intéresser, notamment la réalisation progressive du droit à l'enseignement supérieur par les États membres, dans la limite des ressources disponibles, mais également l'accessibilité économique avec l'obligation pour les États membres d'introduire progressivement la gratuité de l'enseignement supérieur, et enfin la lutte contre les discriminations. Au niveau national, on peut voir que les lois françaises et la Constitution de 1946 vont plus loin, puisque l'État a le devoir de fournir une éducation gratuite, publique et laïque à tous les niveaux, et d'assurer un accès égal à l'éducation aux enfants et aux adultes. Cependant, on peut également noter que cette législation est obscure et qu'elle est non transparente. Donc, nous allons, dans un premier temps, observer la persistance des inégalités, puis nous allons passer à l'influence du lieu d'origine, et enfin, nous conclurons en listant certaines propositions. Donc, nos recherches nous ont tout d'abord mené à un constat qui est la persistance des inégalités socio-économiques dans l'accès
à l'enseignement supérieur. Parce que le niveau socio-économique détermine encore en grande partie cet accès. Donc on voit par exemple que sur l'année 2019-2020, 34% des étudiants et étudiantes en France étaient des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures, contre 10% seulement d'enfants d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants et de chefs d'entreprise. Et ces disparités-là, elles sont encore plus marquées au sein des établissements prestigieux. Donc on voit que 64% des étudiants et étudiantes en école normale supérieure étaient des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures, et que les boursiers sont sous-représentés au sein des grandes écoles et des classes préparatoires. Le niveau d'études des parents aussi est corrélé au taux d'inscription dans l'enseignement supérieur, et en France, il surpasse la moyenne de l'OCDE. Donc en 2016, environ 45% des étudiants français, c'est ce qui est en marron sur le graphique, avaient au moins un parent qui possédait un diplôme d'enseignement supérieur, contre 10% des étudiants qui n'avaient aucun parent ayant fait des études. Donc, les inégalités, elles s'expliquent par différentes causes. Et malgré la quasi-gratuité des études universitaires, les systèmes de bourse, il existe d'importantes barrières financières qui persistent et impactent l'accessibilité à l'éducation supérieure pour les étudiants de milieux modestes et particulièrement celles et ceux qui veulent faire des études longues. Par exemple, les frais de scolarité ont augmenté en moyenne de 10%, ce qui a un réel impact sur les budgets étudiants qui sont parfois déjà précaires, et cela impacte aussi le choix des études supérieures. On peut aussi noter que 30% du budget de l'État est dirigé vers les grandes écoles, alors que celles-ci n'accueillent que 5% de la population étudiante. La répartition des aides paraît donc assez inégalitaire. Enfin, face aux barrières financières que créent les frais de scolarité, il est aussi important de mentionner que l'exigence constitutionnelle de gratuité de l'enseignement supérieur, que le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision d'octobre 2019. Face à l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants extra-européens, des syndicats et des membres de la communauté étudiante ont saisi le Conseil constitutionnel. Or, celui-ci a déclaré que cette augmentation était modique ou modérée et donc en accord avec cette exigence constitutionnelle de gratuité. Cependant, une partie de la communauté étudiante conteste toujours cette décision, car ces augmentations, même si considérées comme modiques, fragilisent davantage les budgets étudiants déjà très précaires et influencent le choix de poursuivre une éducation supérieure ou non. Donc, ces fortes inégalités persistent et l'importance des frais de scolarité impacte l'accès des plus modestes à l'éducation supérieure, mais aussi aux filières sélectives et prestigieuses. Bon. Non, merci. Moi, pour ma part, je vais me concentrer donc sur un phénomène qui est en lien avec justement la persistance des inégalités dans l'enseignement supérieur, à savoir la privatisation de ce secteur éducatif. Ce que je vais vous présenter maintenant est issu de recherches préliminaires et vise à donner un aperçu d'ensemble d'un phénomène évidemment complexe et à savoir aussi que des recherches approfondies sur la question vont être menées ces prochains mois. Alors, dans un premier temps, il faut noter que ce processus de privatisation est en expansion en France, donc dans l'enseignement supérieur. Cela se traduit entre autres par une augmentation des effectifs d'étudiantes et d'étudiants dans le privé, en particulier ces 2 dernières décennies. Très concrètement, ces effectifs représentent actuellement 20% de la part des étudiantes et étudiants dans l'enseignement supérieur et dans certaines académies, les taux peuvent même atteindre 30%. La progression des effectifs est plus forte dans le privé que dans le public. En effet, depuis 20 ans, les inscriptions dans l'enseignement privé ont doublé, tandis qu'elles vont seulement augmenter de 15% dans le secteur public. Alors, parallèlement à cette augmentation des effectifs, nous observons une augmentation du nombre d'établissements à but lucratif à travers le développement, la plupart du temps, de chaînes qui appartiennent souvent à des groupes industriels ou financiers internationaux cherchant à valoriser leur capital. Alors certes, la demande croissante d'enseignement supérieur en France a conduit à une diversification des offres dans le tertiaire, à une présence accrue du secteur privé, mais il faut noter aussi que des dispositions législatives ces 20 dernières années ont bien facilité le processus de privatisation, notamment par le biais de différentes aides étudiantes pour accéder aux établissements privés ou d'autorisation de délivrer un diplôme d'État, la plupart des titres étant inscrits au répertoire national dans des certifications professionnelles. Alors, cela dit, le système actuel reste relativement opaque. Pour donner un exemple, un rapport de 2015 mandaté par le ministère de l'Enseignement supérieur alertait sur le manque de connaissance de la galaxie multiforme de l'enseignement supérieur privé. Il y avait notamment un flou autour des statuts, des modes de financement, des droits d'inscription, etc., des établissements privés.
En lien avec la privatisation, nous pouvons observer un phénomène croissant de marchandisation de l'enseignement supérieur en France ces dernières années. L'internationalisation des politiques éducatives dans un contexte de globalisation a poussé les institutions d'enseignement supérieur à se placer dans l'économie de marché mondiale, et cela se concrétise notamment par un rationnement de l'offre de formation en faveur de disciplines dites utiles pour l'économie. Alors, la question de la marchandisation a également été pointée du doigt dans le cadre de la pandémie Covid-19, dans la mesure où, entre autres, des compagnies du secteur EdTech ont profité de l'enseignement à distance pour se développer davantage dans le secteur. Bref, nous constatons une privatisation croissante dans l'enseignement supérieur en France. Je viens d'indiquer des conséquences de ce processus pour lesquelles il faut être vigilant, mais ce qui doit nous alerter tout particulièrement, et merci de passer à la diapositive suivante, c'est l'accroissement des inégalités sociales comme la conséquence de la privatisation de l'enseignement supérieur. En effet, la plupart des institutions privées d'enseignement supérieur sont réservées aux catégories sociales les plus favorisées. Et étant donné que le nombre d'institutions privées est en augmentation, l'écart constaté depuis de nombreuses années ne fait que se creuser. Ce sont les milieux les plus favorisés qui accèdent majoritairement aux institutions privées, car les frais de scolarité peuvent y être élevés. Ces frais sont en moyenne de 10 000 € par an et peuvent être bien plus élevés pour certaines écoles. Et d'ailleurs, les frais de scolarité sont en hausse continue depuis les années 1980. Ils ont par exemple augmenté de 64% entre 2009 et 2018 dans les écoles de commerce. Certes, environ 22% des étudiantes et étudiants issus de familles défavorisées sont boursières ou boursiers dans l'enseignement supérieur dans le privé, contre 40% dans le public. Toutefois, ces bourses ne couvrent pas l'ensemble des frais induits par une scolarisation dans le supérieur, d'autant plus que des frais élevés peuvent apparaître en amont des études. Pour améliorer leur apprentissage, il est souvent recommandé aux futurs étudiantes et étudiants de certaines écoles privées, par exemple, de suivre des cours particuliers ou de faire des séjours linguistiques. Ainsi, les étudiantes ou étudiants financent leurs études grâce à l'appui des familles, à des emplois à temps partiel d'appoint ou à des prêts bancaires. Spécifiquement, l'accès à des prêts n'est pas si évident puisque cela nécessite de pouvoir trouver un garant dans son entourage, ce qui n'est pas toujours possible. Et quand l'accès à ce prêt est rendu possible, l'endettement des étudiantes ou étudiants et de leurs familles constitue une préoccupation majeure puisque cela concerne 11% des étudiantes ou étudiants en école de commerce et 6% en école d'ingénieurs. Alors, à noter que dans le contexte de Covid-19, avec notamment la hausse du chômage, le financement de l'éducation par les étudiantes ou étudiants et leurs familles a été et sera menacé. Évidemment, l'impact peut être plus grave dans les niveaux d'éducation qui dépendent le plus des dépenses des ménages, ce qui nécessite évidemment un soutien plus appuyé de l'État, ce qui n'est pas le cas, celui-ci est plutôt déséquilibré. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce qui est de la question de la privatisation de l'enseignement supérieur et ses impacts en particulier en termes de persistance des inégalités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, on va passer à l'étude de l'influence du lieu d'origine sur l'accès à l'enseignement supérieur. Et on peut notamment voir que si les inégalités associées au statut socio-économique des étudiants sont reconnues et largement étudiées, l'impact du lieu d'origine, c'est-à-dire le lieu où une étudiante a grandi et a obtenu son baccalauréat, est un sujet qui reste très peu analysé. On observe déjà qu'on a un phénomène de polarisation du système de l'enseignement supérieur en France qui va obliger certains étudiants à la mobilité. En effet, en France, les établissements sont centrés autour de villes clés telles que Paris ou Lyon, qui sont devenus des pôles attirant une large majorité d'étudiants. On note par exemple 582 établissements d'enseignement supérieur en région parisienne contre 15 dans le centre de la France. Ainsi, la région métropolitaine concentre 98% du total des effectifs d'étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, donc 42% dans les seules régions d'Île-de-France avec 28,2% et d'Auvergne-Rhône-Alpes avec 13,8%. On peut voir que cette polarisation est encore plus grande pour les institutions spécialisées et prestigieuses telles que les grandes écoles. Cette répartition inégale des formations d'enseignement supérieur à travers la France va obliger les étudiants originaires de régions où l'offre d'éducation supérieure est réduite à se déplacer. Ainsi, on peut voir que moins de 20% des étudiants parisiens sont originaires de Paris, alors que plus de 75% des étudiants en Corse et en territoire d'outre-mer sont originaires de ces régions. Donc, cette obligation à la mobilité étudiante qu'on vient d'écrire, elle entraîne des frais indirects et elle donne lieu à des dépenses éducatives différenciées en fonction de l'origine territoriale.
Donc, on a identifié 2 types de frais indirects. Le premier, c'est le logement. Donc, il faut savoir que de manière générale, le logement représente plus de la moitié du budget mensuel d'un étudiant ou d'une étudiante française. Sauf que ce coût, il varie en fonction des régions. Et le système d'enseignement supérieur étant polarisé autour de grandes villes, les loyers là-bas sont relativement élevés. Par exemple, l'UNEF montre que le loyer étudiant moyen est de 347 € pour une ville comme Le Mans ou Poitiers, alors qu'il représente près du double, 882 € pour les étudiants à Paris, donc avec un écart de plus de 500 €. Et à ça s'ajoute le fait que le coût du logement il augmente régulièrement, comme en 2018 où les prix ont augmenté de 5%, et le déplacement des étudiants et étudiantes fait monter la demande et donc augmente les loyers. De manière générale, donc l'insuffisance de logement est un vrai obstacle pour beaucoup d'étudiants et nécessite des politiques publiques plus poussées. Le deuxième frais indirect que nous avons identifié, c'est le transport. Donc, il varie également en fonction des régions. Par exemple, un pass annuel peut coûter 90 € à Limoges, mais 4 fois plus cher, 342 € en Île-de-France. Et en plus de ça, s'ajoutent des frais pour les étudiants qui naviguent entre leur lieu d'études et leur lieu d'origine pour revenir voir leurs parents, par exemple, sachant que le prix moyen d'un billet de train SNCF est de 50 € pour un trajet simple et que les prix augmentent avec la distance, cette charge financière, elle n'est pas négligeable et elle est encore plus importante pour les étudiants et étudiantes d'outre-mer qui, eux, doivent prendre l'avion. Donc, pour les étudiants qui doivent se déplacer dans une grande ville, on remarque une charge financière qui est beaucoup plus élevée. Donc ainsi, les inégalités socio-économiques et les inégalités territoriales se croisent, ce qui exacerbe l'impact du lieu d'origine. En effet, on observe de larges disparités de PIB, de niveau de vie et de taux de pauvreté entre les régions. Par exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran, le département de Paris est classé premier avec un niveau de vie annuel médian de 28 270 € et La Réunion en dernière position avec 15 400 € d'après les statistiques locales de l'INSEE en 2018. De la même manière, la mobilité sociale, elle varie d'une région à l'autre, avec l'Île-de-France en haut du classement. Ainsi, les étudiants originaires de régions pauvres font donc face à une charge financière disproportionnée et le lieu d'origine crée et exaspère ces inégalités liées au statut économique. Elles vont aussi avoir du coup un impact sur les différentes formations choisies. Et on va voir que tout ça va être renforcé et exacerbé par l'insuffisance de l'aide à la vie étudiante, puisque bien que le montant des aides à la vie étudiante soit de 2,3 milliards d'euros en 2019, d'après le projet loi finances de 2019, on observe que les subventions du Crous se concentrent sur l'aspect socio-économique. Elles vont tenir compte de la distance entre le lieu de résidence et le lieu d'études, mais pas des disparités géographiques, ni des différences dans les dépenses de la vie quotidienne, ou non plus le revenu moyen entre les régions. Ainsi, on peut voir que l'accès à l'enseignement supérieur dépend fortement du lieu d'origine des étudiants et soulève de graves inquiétudes en matière des droits de l'homme. En conclusion de nos recherches, on a pu identifier quelques suggestions qui sont à discussion. Donc, la première partie concerne les aides financières et leur lien avec le territoire. Donc, les aides financières pourraient être corrélées davantage à l'origine territoriale des étudiants. Et pour ça, on pourrait prendre en compte cette origine dans l'attribution des bourses, mais aussi repenser la distribution des ressources financières entre les régions et au sein des institutions privées et publiques. Et enfin, améliorer la collecte de données pour que les politiques publiques puissent être plus optimales, parce que trop peu d'informations sont aujourd'hui accessibles sur le sujet. Et tout ça doit bien sûr se faire sans réduire davantage les principaux outils d'aide financière qui sont destinés à faire face à ces coûts indirects et donc en agissant contre les coûts budgétaires. Enfin, le deuxième point, c'est augmenter la diversité. Et pour cela, il faut donc lutter contre la polarisation qui a été présentée au sein de cette présentation en diversifiant la répartition géographique et l'offre des programmes académiques sur tout le territoire français. Il faut aussi donc augmenter la diversité en augmentant le pourcentage de boursiers là où ils sont significativement sous-représentés afin de développer le levier des accès différenciés aux formations sélectives. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous quatre pour cette présentation des résultats des recherches menées ces dernières années. Je veux passer la parole à nos différents intervenants que je vous présente. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Hugo Harari, qui est donc maître des conférences à l'I2
HES de l'Université Paris-Saclay. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi Emma Rouvet, qui est responsable des relations institutionnelles à l'Association des territoires et des grandes écoles, et aussi Paul Maillot, qui est donc le président de la Fédération des associations générales étudiantes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et pour partager ces moments d'échange avec nous. Je vous propose de commencer la discussion par un retour sur ce qui a été dit. Éventuellement, Hugo, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être si ça fait écho à vos recherches et comment on pourrait relayer ces informations ou lier ces informations à ce que vous avez de votre côté à travers vos nombreuses années de recherches sur les sujets plus identifiés. Merci beaucoup. Alors, je commence par dire que c'est extrêmement intéressant et solide. Je retrouve effectivement vraiment beaucoup de choses. Du coup, il n'y aura pas de difficulté particulière ou d'effort à faire pour rapprocher. Peut-être une ou deux petites remarques. Et puis après, je voulais vous présenter quelque chose qui est vraiment dans la même direction et peut-être une façon un peu différente de présenter les choses, ou alors une invitation peut-être à identifier ensemble des cas qu'on pourrait analyser plus en détail et un peu une proposition si vous voulez. Sur les tout derniers slides, les toutes dernières diapos, vous avez présenté vous avez discuté de la question des bourses et des aides aux coûts indirects. Nous, on s'est intéressé dans le cadre des travaux du collectif ACID sur l'enseignement supérieur. On a mis ça en regard avec la demi-part fiscale et une forme d'aide qu'il y a à destination des ménages qui va venir aider davantage ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, et d'autant plus qu'il est élevé. Alors, c'est plafonné quand même, mais ça produit un effet d'aide un peu à rebours, où on va aider ceux qui payent plus d'impôts, donc ceux qui ont des revenus plus élevés. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une proportion très importante du volume des aides à travers les bourses. Je ne suis plus sûr, mais je crois que c'est de l'ordre de la moitié du volume des bourses. Donc, du coup, c'est une autre façon de dire que finalement, l'aide aux boursiers pourrait être beaucoup plus importante et donc d'aller dans votre sens. Et après, moi, j'ai noté un certain nombre de données que vous avez présentées. Je vais aller regarder dans le rapport précisément pour les réutiliser plus tard. Je voulais insister, peut-être c'est ça qui fera le lien avec ma présentation, que je vais essayer de vous partager tout de suite, sans être trop long. Vous m'arrêtez quand c'est long, mais c'est l'effet polarisant des financements de l'enseignement supérieur. J'espère qu'on ne voit pas trop mal. Donc, on a ici, moi, je travaille à présenter les différents établissements de l'enseignement supérieur suivant leur ouverture sociale. Donc, vraiment un peu la même discussion. Et ouverture sociale, c'est à la fois le taux de boursier, aussi l'échelon de bourse, puisque être boursier échelon 0, ça ne fait pas une grosse bourse quand ça en fait une. Puis être boursier échelon 7, c'est plus significatif, puisque ça doit être presque 5 500 € par an. Mais aussi le type de bac et l'origine sociale, la PCS des parents. Et ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve la Réunion, que vous avez mentionné tout à l'heure, dans les établissements, l'Université de la Réunion, dans les établissements les plus ouverts socialement, avec les universités de banlieue parisienne ou du nord de la France ou des territoires socialement défavorisés, en tout cas les moins dynamiques. On retrouve les dom-tom. Alors, je n'ai pas mis la Corse là, mais je pense qu'on retrouverait la Corse aussi tout à fait à droite sur ce graphique. Vous avez Paris 8, Saint-Denis dans la banlieue nord, Paris 13 à Villetaneuse en banlieue nord parisienne aussi. Et puis, vous avez de l'autre côté les écoles d'ingénieurs, et spécialement les très grandes écoles d'ingénieurs avec Polytechnique. Et du côté gauche, plutôt fermé socialement, juste après ces très grandes écoles, il y a HEC Paris aussi qu'on voit en bas. Il y a l'Université Paris-Dauphine, Sciences Po Paris, et puis les récents regroupements universitaires qui se regroupent maintenant dans une association qui s'appelle l'UDIS, qui est l'ensemble des 10 établissements qui ont obtenu un financement IDEX, qui est un financement d'excellence, a priori donné principalement autour de la recherche, mais aussi des projets de réorganisation des campus universitaires. Et donc, on voit que ces financements, ils vont vers des établissements qui sont fermés socialement, qui sont loin à droite, pardon, loin à gauche, plutôt proches des très grandes écoles d'ingénieurs et de commerce.
Et d'ailleurs, c'est une forme, alors pas de privatisation, mais en tout cas de prise de distance avec le mode de fonctionnement universitaire de ces établissements qui sont de plus en plus proches de grandes écoles et de plus en plus loin du reste des universités. Alors ici, j'ai mis Strasbourg et Aix-Marseille qui sont en plein milieu. Ça, c'est vraiment les très, très grosses universités, mais qui sont purement universitaires. Et ça représente un peu le centre du système universitaire. Hein. J'aurais pu en mettre des dizaines et des dizaines, mais on ne verrait plus rien. Ça, c'est vraiment le centre, hein, parce qu'on a l'impression que le graphique est déséquilibré, mais c'est parce que l'ouverture sociale est moins forte que la fermeture sociale du côté gauche. Et ce que je voulais faire apparaître ici, c'est que les financements de l'excellence académique vont renforcer les inégalités territoriales. On peut le voir de très nombreuses façons différentes. Alors, je n'ai pas investigué la question de vraiment le lien avec le territoire. C'est des choses qu'il faudrait faire davantage. C'est une proposition hein, d'aller identifier quelle est la bonne variable pour capter une qualification du territoire. Où on mettrait Paris comme étant le territoire le moins ouvert socialement, pour le dire comme ça. Là, ici, c'est simplement l'accès en licence. Et on voit que les établissements qui sont les plus fermés socialement, c'est les établissements qui sont, où la licence prend le moins de place. Alors, évidemment, on a les grandes écoles, où il n'y a que des étudiants de master, de niveau master. Mais vous avez de l'autre côté, du côté droit, des universités ouvertes, en fait, des universités qui sont quasiment que des universités de licence, avec des petits masters et très peu de doctorats. Et puis, vous avez vers le centre et surtout vers le début à gauche, des universités qui sont assez déséquilibrées avec des gros masters et des licences pas si grandes que ça. Et je pense que ça, c'est un effet qu'on voit assez fermement et qui est lié avec ce que vous avez expliqué. Hein, le manque de moyens dans les universités fait que le nombre de places en licence a été bloqué et que les universités qui reçoivent les financements d'excellence, les grandes universités du centre-ville de Paris ou de quelques autres régions, enfin métropoles, on se développe surtout en master et pas tellement en licence. Voilà. Et l'effet qu'on observe sur le long terme, hein, et puis je vais m'arrêter, c'est une augmentation de la polarisation. Alors ici, au sens des écarts sociaux plus que territoriaux. Et depuis le début des années 2010, hein, il y a un écart qui s'accroît rapidement et qui va s'aggraver très sérieusement avec les financements d'excellence qui arrivent à la fin des années 2010. Vous avez ici les établissements de l'UDIS dont je parlais tout à l'heure, ceux qui ont obtenu les financements d'excellence, les IDEX, sont tous du côté gauche et donc sont tous plus fermés que la moyenne, Strasbourg étant vraiment à la frontière et Nice étant un peu l'exception qui confirme la règle, mais avec plein de cas particuliers pour l'Université de Nice. Et on a voilà, les établissements qui sont de l'autre côté, qui sont beaucoup plus ouverts socialement, n'ont pas obtenu ces financements-là. Ici, je ne les ai pas tous représentés, j'ai représenté seulement ceux qui revendiquent une mission vis-à-vis du territoire dans lequel elles sont installées. C'est les universités de l'OREF, une association de présidents d'université qui défend cette position-là. Et on voit bien qu'il y a vraiment une différenciation sociale quasiment parfaite entre les établissements qui revendiquent une excellence et un rang mondial, pour reprendre le nom du classement de Shanghai, et puis celles qui défendent plutôt un fonctionnement de type service public diffusé sur le territoire à l'opposé de la polarisation dont vous parlez. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie encore. Merci Hugo, c'est effectivement très intéressant ce que vous nous présentez. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir parmi les intervenants? Pour tous les autres, vous pouvez toujours d'ores et déjà poser vos questions, vos commentaires sur les chats. On aura donc un temps de discussion ouverte tout à l'heure. Mais c'est très intéressant de voir comment effectivement on va dans la tendance et malgré les annonces et les politiques publiques qui sont quand même mises en place, la tendance est plutôt de financement, de financer là où il y a déjà moins d'ouverture, donc de creuser encore plus les inégalités. C'est un peu paradoxal. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir ? Les IDEX, je ne l'ai pas dit, mais ça se chiffre en centaines de millions d'euros par établissement. L'IDEX de Paris-Saclay, c'est de l'ordre du milliard. Et puis, les suivants, ils sont un tout petit peu plus petits. Donc, voilà, ça donne une idée des dépenses publiques qu'il peut y avoir à destination de quelques établissements très fermés. Ça serait très intéressant si les rangs, si les classements des universités
prenez en compte aussi les critères d'ouverture sociale. Thibaut, vous voudriez réagir? Oui, merci. Très rapidement. C'est juste pour aller un peu dans la continuité de ce que vient de dire Hugo. Et comme je n'ai pas eu le temps vraiment de définir la privatisation tout à l'heure, ce qui aurait dû être la première chose à faire, simplement pour dire que la privatisation, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait une augmentation du secteur privé en tant que tel, c'est aussi, d'une certaine manière, comment les logiques du privé s'installent dans le système public. Et donc, c'est un petit peu ce que vient de montrer Hugo, justement, avec ces différents dispositifs qui sont en train d'être mis en place et de plus en plus. Et donc, on voit effectivement une privatisation qui est également présente dans le système public et donc pour laquelle il faut être également vigilant puisqu'elle a également donc des impacts sur les inégalités. Merci, merci Thibaut de cette précision effectivement très importante. Je passe la parole à Emma. Emma, est-ce que vous voudriez réagir à ce qui a été présenté, à ce qui a été dit? Nous avons aussi peut-être quelques questions aussi plus précises pour nos intervenants, mais je vous laisse réagir avant. Oui, du coup, j'ai trouvé effectivement que la présentation était très intéressante et que pour ma part, elle concorde tout à fait avec les constats qu'on avait fait avec mon association et ce qui a déclenché en fait notre action. Puisque des territoires grandes écoles, du coup, c'est une association qui justement a constaté le fait que les territoires plus ruraux de métropole, mais aussi en outre-mer, parce qu'on a des associations en outre-mer, souffraient en fait de cet enclavement et que peu de lycéens, même s'ils avaient des résultats excellents académiquement parlant, partaient dans les cursus plus sélectifs du supérieur parce qu'il y avait à la fois un manque d'information et une autocensure chez les lycéens. C'est-à-dire que même s'ils avaient l'information concernant ces cursus pour y rentrer, etc., ils ne se sentaient pas légitimes à y aller et donc ne poussaient pas la porte de ces différents cursus. Donc nous, c'est vrai qu'on a constaté ça. Et en fait, au niveau ce que vous avez présenté, ce qui était très intéressant, c'est que vous avez bien montré que les difficultés socio-économiques, elles sont bien quantifiées, on les connaît vraiment, etc. Mais c'est vrai que nous, pour appuyer nos constats, on avait remarqué qu'il y avait un déficit un petit peu d'études sur les inégalités territoriales dans l'enseignement supérieur, alors que pourtant, ça représente une vraie carence en fait, de notre système. Et donc, c'est vrai que nous, on a plusieurs actions en fait, dans mon association pour pallier ce manque-ci. Et typiquement au niveau financier, parce que vous l'avez dit, et on le sait, je pense, aujourd'hui, que le fait de partir pour un lycéen rural dans une métropole, à Paris, etc., va forcément générer plus de coûts pour lui, parce qu'il y aura le logement, certes, mais il y aura le train, il y aura tous ces coûts-là. Et souvent, effectivement, comme les inégalités territoriales se conjuguent avec des inégalités sociales, ces lycéens-là, en partant, vont cumuler des difficultés et sont souvent désincités en fait, à partir. Et donc, c'est vrai que nous, on a monté un dispositif de bourse au mérite au niveau de l'association qui, en fait, fonctionne dans tout. Comme notre association est une fédération d'associations qui comporte 33 associations locales aujourd'hui et s'est mis un peu partout sur le territoire, chaque association locale peut créer son dispositif de bourse. Et pour ma part, je suis donc présidente aussi de l'Allier aux grandes écoles, parce que je suis auvergnate. Et on a créé notre dispositif de bourse au mérite. Donc, on avait 4 boursiers cette année dans le département qui ont eu une bourse de 6 000 € sur 2 ans pour justement lever la censure financière aussi, qui est souvent un vrai problème pour le départ des ruraux vers les cursus sélectifs. Et en fait, avec notre dispositif, on essayait vraiment de regarder à la fois les motivations, l'orientation et le projet, à quel point il était construit, etc., des résultats, mais aussi, bien sûr, les critères sociaux, parce qu'on s'est rendu compte que, quand on regardait les dossiers, parfois, il y avait des lycéens qui n'étaient pas forcément boursiers selon les critères de l'État, mais qui pourtant nous disaient qu'ils ils avaient des situations très délicates et ne pourraient pas forcément partir étudier en métropole. Donc, c'est vrai que ce système-là nous permet aussi de soutenir des étudiants pour partir dans des cursus sélectifs. Voilà.
Merci Emma. Donc, vous nous parlez là d'actions qui sont axées sur les leviers financiers, donc des soutiens financiers pour aider les étudiants à partir. Est-ce que de votre côté, parce que vous nous avez aussi fait état d'une autocensure de la part des étudiants eux-mêmes et d'un manque d'informations, ce que les étudiantes qui sont là pourront les confirmer, à la fois celles qui étaient là les années précédentes, mais aussi les 3 qui ont présenté les rapports, que dans les interviews qu'elles ont fait avec d'autres étudiants, elles ont aussi remarqué ces points-là, les manques d'informations, la difficulté d'accès aux informations sur les différentes possibilités. Est-ce que la société civile pourrait aussi s'engager de ces côtés-là, ou sinon, comment est-ce qu'on pourrait, quel type de politique pourrait pallier à ces manques et à ces difficultés-là? Ben, je pense que oui, la société civile peut tout à fait œuvrer en ce sens. Enfin, c'est aussi le but de mon asso, donc je vends un peu ma soupe, mais c'est vrai que enfin, au niveau du manque d'informations, c'est assez, je le constate beaucoup parce qu'on fait des interventions en fait, dans les lycées de nos territoires. Et fréquemment, quand on va faire une intervention, nous, on pose la question, on leur dit, voilà, qui est-ce qui sait ce qu'est une classe préparatoire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de telle école? Ils sont souvent en première, c'est généralement le niveau où on intervient, parce que c'est ni trop tôt ni trop tard, donc voilà. Et en fait, généralement, il y a 2 mains qui se lèvent dans une classe de 30, 32, 33, quoi. Donc, c'est vraiment, ça se compte sur les doigts de la main, les gens qui sont vraiment renseignés, les lycéens qui connaissent, en fait, ces cursus. Et s'ils les connaissent, on leur a bien sûr dit que les classes préparatoires, par exemple, c'était très dur, que ça demandait énormément de travail, etc., ce qui les incite vraiment pas à tenter. Et donc, au niveau des dispositifs qui peuvent améliorer ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une plateforme de parrainage, en fait, où on va mettre en lien des lycéens du territoire en question avec des étudiants issus de ce territoire. Donc, en fait, ils peuvent déjà correspondre avec eux, ils ont un échange et un suivi individuel. Et surtout, comme on a 2-3 ans de plus que les lycéens, bon, bah, ça fonctionne très bien parce que généralement, on vient peut-être même du même lycée qu'eux. Et donc, ils peuvent s'identifier, ils sont très libres, ils ne sont pas dans une relation verticale de prof à élève, on devient aussi amis à travers ces relations, donc ça marche très bien. Et je crois que là, il y a un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle Un jeune, un mentor, auquel on va participer parce que je crois que c'est ce genre de dispositif aussi qui peut permettre de lever les freins comme l'autocensure ou le manque d'information. Je pense que déjà d'avoir quelqu'un, parce que souvent c'est un manque de confiance qui est vraiment important, donc d'avoir quelqu'un qui peut être là pour répondre à ce manque de confiance de façon individuelle et personnalisée, je crois que ça peut vraiment améliorer certaines situations. Merci Emma. Juste pour rebondir rapidement, est-ce que, avant, je monopolise la parole, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a d'autres qui voulaient réagir? Romain, on vous écoute. Merci à tous pour les présentations. J'ai en fait une question pour Thibaut, Hugo et même pour nos étudiantes. Et sur comment vous envisagez de commencer à s'attaquer à cette apparente inégalité? Est-ce que, par exemple, à votre avis, c'était vraiment une question de répartition des budgets, répartition inégale des budgets et de soutien accru aux étudiants? Ou peut-être ça peut être résolu par exemple, en élevant le niveau de l'enseignement supérieur en périphérie. Et autrement dit, serait-il utile, par exemple, de déplacer Sciences Po Paris au HEC à Marseille ou à Lille? Est-ce que c'est une solution ou est-ce que ça va pas vraiment adresser le problème? Merci beaucoup. Je vous laisse réagir. Je sais pas si... Allez, j'essaye. Alors, moi, je voulais intervenir sur un point un peu en réaction à l'intervention de Mme Rouvet. Sur la confiance en soi et les phénomènes d'autocensure, ils sont très importants. Il n'y a pas de doute que ça aide beaucoup d'avoir du capital social, des gens qui sont proches et qui l'ont déjà fait, d'aller dans le supérieur, de connaître un peu. On voit très clairement un effet d'avoir des parents enseignants pour la réussite dans l'éducation, hein, et apprendre à s'orienter, etc. Mais évidemment, en partie, le problème, c'est le besoin de connaître tout ça. Pourquoi on a besoin d'être aussi bon
pour savoir à quel moment il faut candidater et où. Et avec l'actualité un peu permanente en ce moment autour de Parcoursup, on voit bien tous les efforts qui sont faits pour pousser les gens à l'autocensure, pour pousser les étudiants, pour déprimer les étudiants dans une situation qui n'existait pas il y a 4-5 ans. C'était beaucoup plus facile d'accéder en L1. On n'avait pas besoin d'être si fort que ça en candidature, de préparer des dossiers si compliqués. Il fallait avoir le bac. Et après, il fallait essayer d'aller s'inscrire dans l'université proche de chez soi. Et a priori, c'était quasiment automatique dans quasiment toutes les filières, à part vraiment des tout petits cas où il n'y avait pas assez de place. Et jusqu'à il y a quelques années, enfin jusqu'au milieu des années 2010, quand il n'y avait pas assez de place, on augmentait le nombre de places. Là, on est passé de 300 000 étudiants à 2,5 millions quasiment maintenant, en augmentant très régulièrement le nombre de places dans le supérieur, principalement en créant des nouvelles universités à de plus en plus d'endroits. Ça répond peu aussi à l'intervention de Romane à l'instant. Et puis aussi d'autres parts du supérieur, mais enfin surtout des universités, quoi. Et ça continue d'ailleurs à être le cas. C'est à l'université qui a le plus de croissance en volume, même si en proportion, évidemment, le privé augmente plus vite parce qu'il est tout petit. Enfin, il était tout petit il y a 10 ans. Il est encore petit par rapport au système universitaire. Et donc, il y a clairement, enfin, je pense c'est des effets mélangés, complexes, mais en termes d'échelle, il y a des effets macroscopiques quand même qui sont très, très brutaux en termes d'orientation des moyens. Et là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais on a des politiques publiques de concentration des moyens. Alors après, on peut concentrer les moyens à Saclay et dire que Saclay, ce n'est pas dans le centre-ville de Paris. C'est vrai. Donc, du coup, vu de ce point de vue-là, on est en train de dépolariser. Enfin, sauf que c'est un endroit où il y avait des champs et une petite population, dont une grande partie d'universitaires, parce qu'il y a déjà des centres de recherche et universitaires. Donc, ce n'est pas du tout une population défavorisée. Hein. Mais voilà, on pourrait déménager ça à La Réunion, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ou dans le nord de la France. L'ENA a été en partie déménagée dans l'Est. Il y a eu un certain nombre d'initiatives comme ça, mais évidemment, ça ne produit aucune proximité avec le territoire. Et il y a déjà des établissements, c'est là où c'est vraiment très absurde. Il y a des établissements d'enseignement supérieur assez diffusés sur le territoire français. Le problème, c'est que si on fait un ratio financement public pour le supérieur par habitant, il est très, très inégalement réparti. Et donc, ça ne fait que renforcer les inégalités. Donc, je pense que si on prend les établissements tels qu'ils sont et qu'on les déplace, on ne gagne pas grand-chose. Si on prend les financements et on les déplace vers les établissements qui existent déjà, on irait dans la bonne direction. Merci à Paul. Est-ce que vous voudriez intervenir? Je vous donne la parole. Donc, Paul Mailloux, président de la fédération, de la FAGE, Fédération d'associations générales des étudiants. C'est bien ça. Déjà, merci beaucoup pour la présentation très exhaustive des travaux qui ont dû vraiment être très difficiles à mener, parce que ce n'est pas forcément des pistes sur lesquelles on va réellement, effectivement, la question des inégalités dues à l'origine géographique plus particulièrement. C'est très intéressant et je serais d'ailleurs très intéressé également d'avoir un retour plus construit en termes de rapport pour pouvoir un peu nous inspirer également au niveau des réflexions qu'on peut mener au niveau de la FAGE. Il y a énormément de points effectivement sur lesquels il faudrait revenir, mais alors pas forcément tout le temps non plus, mais il y a 2 temps, je pense, à différencier au niveau des inégalités d'entrée dans l'enseignement supérieur et la recherche. Il y a effectivement le volet avant cette entrée-là et le volet directement pendant et après. Le versant avant, tout simplement, ça va être comment est-ce qu'on accompagne humainement les jeunes au niveau de l'orientation. Ça peut être très, très bête, hein, dit comme ça, mais il y a énormément de lacunes aujourd'hui dans le système éducatif quant à l'orientation, que ce soit dans le secondaire comme dans le supérieur. Hein. Aucun domaine au niveau des niveaux universitaires ou de l'éducation ne sont épargnés, malheureusement. Et jusque-là, ça va être également au niveau des critères de sélection. Si on continue de préserver des critères de sélection dits académiques et de continuer à conditionner l'entrée dans les études, peu importe les filières, peu importe les domaines, à la simple notation, au final, qu'on peut retrouver dans l'éducation nationale, eh bien, ça va
continuer à nourrir les inégalités, puisque, comme ça l'a été très très bien expliqué, eh bien, des inégalités subsistent en fonction des territoires. Donc, pouvoir avoir une ouverture sur les modes de sélection par des portfolios de compétences personnalisés, de sorte à faire ressortir tout ce qui est question d'engagement associatif, d'engagement bénévole, militant, des volontariats en service civique également. Ça pourrait être des pistes qui seraient assez intéressantes, à notre sens, de sorte à pouvoir un petit peu réduire les inégalités dues notamment à l'origine sociale des territoires. Il y a le rapport sur l'ouverture sociale qui avait pu être mené par M. Hirsch, qui faisait un petit peu ce fil-là de dire qu'il fallait des sortes de quotas, on va dire, dans les filières, que ce soit au niveau des bourses sur critères sociaux, donc prendre des quotas au niveau des boursiers dans des filières spécifiques, ou dans les grandes écoles, permettre à des jeunes qui ont fait des volontariats en service civique d'arriver en leur sein. C'est des pistes qui semblent a priori effectivement assez intéressantes, puisque ça va combler des déficits. Dire qu'on a des quotas pour combler des déficits a priori l'arrivée des formations, c'est intéressant, mais quand les simples bourses sur critères sociaux, malheureusement, sont telles inégales dans leur mode de calcul ou insuffisantes par rapport au nombre de personnes qui peuvent en bénéficier, eh bien, déjà, ça peut aussi vraiment poser problème. Et dans un second temps, sur le mode de calcul, et là, je vous rejoins réellement, alors on parle de frais directs et indirects, on a plus, nous, l'habitude de parler de frais de rentrée et de frais de vie courante. Les chiffres sur lesquels vous êtes appuyés et l'indicateur du coût de la rentrée qu'avait pu produire l'UNEF, on produit le même également chaque année, plus ou moins, dans les grandes lignes. Et effectivement, de pouvoir avoir des bourses sur critères sociaux, ou en tout cas un mode d'accompagnement humain, social, fiscal, etc., qui soit en tout cas subsidiarisé en fonction des disparités territoriales, en prenant en compte réellement bien le bassin de vie d'un côté au niveau des aides de logement, mais également plus particulièrement les filières, puisque le matériel pédagogique, par exemple, n'est pas le même en fonction des filières, mais également, ça peut être une piste pour un petit peu faire décroître les inégalités. Après, il y a la question, il y a plein d'autres questions, hein, ça a été dit par M. Leverrier sur les questions des IDEX. Il y a maintenant aussi les établissements publics expérimentaux qui intègrent dans leur gouvernance des établissements dits auparavant privés, qui peuvent aussi poser des problématiques. Donc, il y a plein de thématiques à aborder, donc je reviendrai peut-être sur certaines d'entre elles par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul, de cette intervention. Est-ce qu'il y a des réactions à ce qui a été dit? Je vois que Hugo il réagit déjà dans les chats, donc on peut aussi utiliser les chats pour continuer à la discussion. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, Paul. Vous avez parlé donc du dernier rapport qui a été donc de ces rapports qui a été rendu public en début d'année, en février, il me semble, mars, sur ouverture à la diversité dans l'enseignement supérieur, où une série de propositions ont été faites, dont celle évoquée par vous des ouvertures à d'autres critères de sélection pour les parcours sélectifs, pour que l'entrée à l'université ne soit pas conditionnée qu'au mesuré ou conditionnée au mérite scolaire uniquement. Ils font aussi d'autres propositions dans ces rapports, comme par exemple des systèmes de bonification ou des systèmes de prêts pour les étudiants à des taux d'emprunt zéro. Comment est-ce que vous voyez ces types de propositions, à la fois de votre côté, mais aussi peut-être Emma pourrait nous en dire quelques mots. Je ne sais pas si dans les cadres de votre association, ces questions ont déjà été discutées, mais c'est assez intéressant de voir aussi comment vous recevez en tant qu'organisation de la société civile ces types de propositions, y compris la proposition de transformer, de créer une délégation des services publics pour tout ce qui est programme des mentorats, des tutorats, etc. C'est-à-dire que ce serait un service public, mais un service public délégué directement au privé, soit aux organisations de la société civile, soit aux universités et aux grandes écoles elles-mêmes. Donc, comment vous voyez-vous? Est-ce que ça peut être un levier pour nous aider à avancer dans la réduction des inégalités? Est-ce que ça peut, contrairement, avoir des effets contraires et creuser encore plus ces inégalités? Quel serait votre avis sur ces différentes propositions?
Alors, merci beaucoup. Effectivement, on avait pu avoir l'occasion de s'investir au niveau des travaux inhérents à ce rapport sur l'ouverture sociale qui avait été commandé par M. Hirsch, enfin mené par M. Hirsch. À la lecture, effectivement, vous pourrez très vite voir notre avis sur les parcs, les prêts à remboursement contingent, les fameux, également mis un petit peu sur le devant de la table par Stanislas Guérini récemment, où en réalité, on s'y voit fermement opposé. Hein. Ce n'est pas forcément conditionnant l'entrée dans les études supérieures à l'endossement d'un prêt, peu importe sa forme, à la fois pour les familles comme pour les étudiantes et les étudiants, qu'on pourra régler les problématiques inhérentes à l'accessibilité de l'enseignement supérieur. Donc voilà, je suis assez ferme sur ces questions-là. Notre avis à la FAGE est assez tranché, mais ce n'est pas forcément vraiment pour nous la bonne solution de pouvoir avoir des prêts pour réussir ses études. Et ce n'est pas non plus dans les valeurs, je pense, de ce qu'est l'enseignement supérieur français, qui a été très très bien rappelé dans les propos liminaires de la présentation. Au niveau des délégations de services publics, on y est plutôt favorable sur les questions de mentorat, mais également de tutorat. Au niveau pédagogique par des associations qui peuvent être dites compétentes. C'est déjà des choses qu'on avait pu voir au sein de notre propre réseau, puisqu'on a des fédérations des étudiantes et des étudiants en santé, notamment qui, en réalité, sont à l'origine de tutorats qui aujourd'hui ont été institutionnalisés et qui sont un petit peu marchandisés, malheureusement en marge des tutorats associatifs qu'on connaît aujourd'hui, qui sont proposés par des associations adhérentes au réseau de la FAGE et qui sont agréées par le ministère dans l'accompagnement des étudiantes et étudiants, notamment en première année d'études en santé. Donc, on a réellement un gros réseau de tutorat, et effectivement, de pouvoir, au-delà de la question de l'accompagnement pédagogique en première année, avoir des délégations de services publics sur de l'orientation, sur du tutorat ou du mentorat de manière plus large, avec des associations compétentes comme les Cordées de la Réussite ou Article 1, voilà, vraiment des associations qui sont spécialisées dans ces questions-là. Et oui, effectivement, ça doit être une piste qui doit être envisagée d'autant plus du fait de l'impact de la crise sanitaire sur tout ce qui est décrochage, tout ce qui est difficulté académique. À mon sens, c'est des choses qui doivent être développées à l'instar des jobs étudiants. Alors, attention, hein, pas tous les jobs étudiants, mais on a eu une initiative pendant la crise sanitaire lancée par le gouvernement des 20 000 tuteurs. Vous en avez sûrement entendu parler, c'était 20 000 tuteurs qui avaient été déployés de sorte à ce que des jeunes puissent accompagner pédagogiquement d'autres personnes qui étaient en difficulté pédagogique, tout simplement. Donc, ça permettait de pallier d'une fois les difficultés financières des personnes qui pourvoyaient ces postes, et de l'autre de régler les questions de décrochage. Donc, un petit peu tout le monde est gagnant, grosso modo. À peut-être aller plus loin sur ces questions-là, en valorisant notamment cet engagement-là au niveau des jobs étudiants, en les mettant en lien avec les maquettes pédagogiques, avec de la bonification, par exemple, également, des compléments au diplôme, pouvoir faire reconnaître un petit peu ces jobs étudiants-là, de sorte à ce qu'ils soient à la fois alimentaires, mais également reconnus au niveau pédagogique. Et enfin, sur la question des bonifications, c'est un petit peu comme les quotas, c'est un petit peu comme… en fait, ça va dépendre un petit peu sur du… En fait, sur du court terme, ça peut être intéressant puisque ça va régler des déficits socio-économiques. En revanche, ça ne doit pas être une solution qui soit pérenne. Il faudrait aller peut-être un petit peu plus loin sur le long terme, comme je le disais justement, en prenant en compte d'autres aspects des compétences, et pas uniquement celles pédagogiques, académiques, mais également autres, des compétences plus larges, extrascolaires, qui ne sont aujourd'hui pas foncièrement prises en compte dans l'évaluation, ni dans les sélections de n'importe quelle filière en réalité. Du coup, je vais rebondir au niveau des questions qui avaient été posées. Moi, je parlerais plutôt de tout ce qui est délégation du service public, étant donné que sur les bonifications, quotas, etc., on est en train de poser la question justement pour peser le pour et le contre en interne. Donc, je peux pas, enfin, j'ai pas encore tout à fait les clés sur notre positionnement, mais au niveau des délégations de service public, donc nous, c'est vrai qu'au niveau mentorat comme tutorat, on est aussi assez favorable, étant donné qu'on va s'investir dans le projet qui est en train d'être construit, et que effectivement, je pense que comme il vient juste d'être dit, des associations comme travaillent beaucoup avec Article 1, ce genre d'associations qui sont elles plutôt donc sur ce qui est banlieue, nous c'est plutôt les territoires plus ruraux. Je pense que c'est très bien d'avoir un transfert un peu de compétences et de pouvoir essayer de s'adapter à toutes les réalités au niveau
national pour accompagner au plus près les élèves et avoir un suivi individuel. Donc, je pense que, en tout cas, c'est une bonne piste. Et effectivement, on avait vu aussi les cordées de la réussite qui fonctionnaient très bien avec un objectif qui avait été annoncé en début d'année, qui était de 200 000 élèves qui devaient faire partie des cordées. Il me semble que le chiffre a été à peu près atteint. Donc, on voit qu'il y a une demande chez les élèves. Donc, je trouve ça bien d'adapter à une solution à la demande aussi des établissements et des élèves. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, il y en avait pour Hugo et Thibaut, dont Hugo a en partie répondu. Donc, il y avait une question pour savoir si vous aviez des exemples de pays qui avaient adopté cette politique de concentration des moyens. Hugo, donc vous aviez mentionné, et s'il y avait moins d'inégalités, du coup, donc les pays scandinaves, le Danemark et la Suède, où le supérieur est moins hiérarchisé et l'accès au supérieur est très fortement aidé, avec des bourses sans condition de ressources. Alors, ça serait intéressant. Je suis intéressée, moi, Hugo, sur cette question-là, du coup, parce que je me dis, si c'est des bourses sans condition, alors est-ce que ça garantit une certaine égalité aussi pour ceux qui sont... et du coup, pour le coup, une certaine équité pour ceux qui ont moins de ressources. Est-ce qu'ils sont désavantagés avec ce genre de système? Et la question, elle est posée aussi pour Thibaut sur la question de la marchandisation. Mais Thibaut, je sais que les recherches sont initiales, donc je ne sais pas si tu as la réponse sur ça. Et il y a une autre question aussi qui a été posée sur... C'est la question qui demande, est-ce que l'enseignement supérieur peut poursuivre deux objectifs qui semblent incompatibles? La formation des élites d'une part, dont le financement pourrait être repensé, et peut-être non gratuit pour ceux et seuls qui font ce choix-là, et le cas échéant avec des quotas et la poursuite des études pour le plus grand nombre dont il faudra assurer une très large gratuité. Alors, je pose la question à tout le monde, et moi, j'ai quand même un commentaire et que je pose aussi au groupe, c'est que la formation des élites, ça ne devrait pas être les élites, ça ne devrait pas être la formation de que ceux qui ont de l'argent. Il faudrait que des gens qui viennent de milieux sociaux défavorisés puissent avoir accès à justement ces formations d'élite pour qu'on inverse ces inégalités sociales à la base. Donc, la solution, ce n'est pas juste que les gens qui ont de l'argent, ils soient dans les formations d'élite et qu'ils les payent, parce que ça, c'est tout le problème de la privatisation, et peut-être Thibaut aura envie de réagir là-dessus, mais plutôt comment on assure que tout le monde, évidemment en fonction de ses capacités pour l'enseignement supérieur, il faut évidemment pouvoir suivre ce type d'études, mais que ceux qui sont en mesure de le faire puissent y aller avec confiance, comme vous le dites, confiance, pardon, déjà pour se sentir légitime à même accéder à ce type d'enseignement. Donc, voilà les questions posées. S'il y en a qui veulent réagir, particulièrement Hugo et Thibaut, parce que vous êtes directement questionnés, mais peut-être qu'il y a des réponses des autres intervenants et même des participants s'il y en a qui veulent réagir. Moi, je veux bien dire un mot sur le système scandinave. Je pense que du coup, c'est très lié avec la deuxième question. Hein. C'est en partie le caractère très, très élitiste et très, très inégalitaire du système de la société française, où c'est particulièrement long par rapport aux autres pays de l'OCDE pour sortir de la pauvreté et accéder aux classes moyennes, où la rotation dans les classes les plus élevées est quasiment nulle. Du coup, malgré une insistance très forte sur la méritocratie, qui est un peu ce que disait Delphine, j'ai l'impression, finalement, ce n'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Donc, il y a un écart entre ce discours, cette idéologie qui serait celle du système universitaire, du système de l'enseignement français, où quand on est très bon, on a un bac S, on va en prépa et on peut rentrer à Polytechnique à la fin. En fait, ce n'est pas ça qui se passe du tout. C'est quand on est enfant de quelqu'un qui a fait Polytechnique et qui a les moyens, on a des chances d'y rentrer, quoi. Et du coup, la différence avec le système scandinave, c'est qu'il n'y a pas tellement d'écart. Je ne dis pas que c'est une société tout à fait homogène, mais enfin, les écarts de revenus ne sont pas du tout aussi importants. Et donc, du coup, l'importance d'avoir fait la bonne maternelle pour entrer dans la bonne primaire, etc., jusqu'à arriver à Polytechnique, est beaucoup moins forte. Et donc, il y a moins de stratification sociale, quoi. Et donc, l'enseignement supérieur ne joue pas ce rôle qu'il a particulièrement en France de justifier la stratification sociale et de un tout petit peu à la marge l'organiser. Mais enfin, moi, je pense que c'est quand même très limité, quoi. Donc, voilà, si, sans aller demander la fermeture de toutes les grandes écoles et la dissolution de Sciences Po dans des universités de banlieue, on pourrait simplement rééquilibrer bien plus fortement les moyens pour faire que l'expérience éducative soit beaucoup moins différente et espérer que ça participe à homogénéiser aussi les situations sociales derrière.
Là, évidemment, tout est fait dans l'autre sens, quoi. Et toutes les politiques publiques récentes vont aussi dans l'autre sens. Alors, sur la question des bourses et de est-ce qu'il faut conditionner ou pas les bourses aux besoins. Le collectif ACID, dans le livre Arrêtons les frais, le dernier chapitre, on propose de donner non pas une bourse, mais une allocation, où parce qu'on est étudiant et que du coup, on est censé devoir passer l'essentiel de son temps à réussir ses études, on ne peut pas travailler et subvenir à ses besoins, mais on est quand même adulte, donc on devrait être autonome. Et du coup, on est dans une situation que nous, on considère similaire à quelqu'un qui est en congé maladie ou en congé parental ou à la retraite et qui ne travaille pas, ne peut pas travailler pour subvenir à ses besoins, mais participe de la société et donc a le droit à une forme de redistribution à travers la sécurité sociale. Nous, on propose ça comme mode de financement. Et donc, c'est le fait d'être étudiant ou étudiante qui est décisif, pas le fait de ne pas avoir de moyens. Et en réalité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont les moyens de payer leur vie et leurs frais de rentrée, si vous voulez le dire comme ça, les coûts directs et indirects. En fait, c'est leurs parents qui ont les moyens. Mais si leurs parents ont les moyens, ils n'ont qu'à payer des impôts. Et on a un système fiscal qui redistribue beaucoup mieux en fait, que les frais d'inscription ou les bourses. Donc, si on avait des bourses beaucoup plus fortes et pourquoi pas une imposition un peu plus forte, nous, c'est ça qu'on défend, hein, et ben, on aurait une redistribution qui ne passerait pas entre les parents et les enfants quand c'est possible, mais qui serait beaucoup plus à l'échelle sociale et beaucoup plus égalitaire. Et du coup, moi j'ai un peu envie de retourner la question, c'est plutôt en termes de droit. Comment on fait pour argumenter en termes de droit sur le fait que c'est pas… Enfin, est-ce que c'est un droit que tout le monde devrait avoir indépendamment du revenu des parents, ou est-ce que c'est difficile à argumenter comme ça et le droit, c'est des situations concrètes, individuelles, et les enfants des familles qui ont les moyens ne peuvent pas demander de l'aide de l'État. Enfin, je sais pas du tout comment ça s'approche de ce point de vue-là. Et je pense que c'est un peu le même type de question, indépendamment de… Enfin, ça, c'est pour les frais indirects, mais pour les frais directs et même pour la qualité de l'éducation, en fait, la dépense publique, hein. Voilà, comment vous l'argumentez du point de vue juridique, cette possibilité d'exercer ce droit à l'éducation qui est extrêmement, disons, peu réalisé et en plus mise en danger encore plus avec à la fois la privatisation, la hausse des frais, mais aussi la concentration des moyens publics. Je veux bien juste rebondir là-dessus avant de redistribuer la parole, parce que c'est une vraie question. Et la question du droit, toute la question, c'est de la mise en œuvre. Mais sur le principe et la théorie, et sur les arguments qu'on peut avancer, comme tu suggères, Hugo, le droit à l'enseignement supérieur, c'est un droit où les États ils doivent progressivement réaliser cet enseignement supérieur gratuit pour tous. Donc, l'idée, c'était que quand les traités ils ont été adoptés, déjà, ce n'était même pas forcément gratuit pour tout le monde, même dans l'enseignement secondaire, et je ne parle même pas de la France, là, parce que ça s'applique internationalement, mais l'idée, c'est que progressivement, ça soit gratuit. Donc, normalement, tout enseignement, dans l'idéal de là où on doit tendre, c'est que l'enseignement supérieur, et quelle que soit la forme d'enseignement supérieur, il devrait être gratuit pour tous, et que quand on a la capacité de pouvoir y accéder, et je pense que ça rejoint la proposition que du fait d'être étudiant, on devrait avoir des bourses. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que tout le monde devrait pouvoir accéder à cet enseignement de qualité et qui permette d'accéder ensuite à des postes qui soient pertinents d'émancipation ou à des postes de direction, même dans la société et au sein du pouvoir politique, pour tout le monde. Et l'argument juridique autour de ça, ça rejoint aussi la question, c'est exactement, ça rejoint cette proposition de redistribution en fait des financements publics. C'est-à-dire qu'on doit lever les fonds nécessaires pour financer le système éducatif à tous les niveaux, y compris à l'enseignement supérieur, et pas laisser ça à un système de régulation privé qui fait que quand on vient d'un milieu, comme ça a été mentionné dans l'exemple, si mon père il a fait Polytechnique et que du coup il a les moyens, alors il va pouvoir payer le type d'école qui va me permettre de reproduire le même schéma et de reproduire les mêmes systèmes, mais qu'en fait, peu importe d'où on vient et de quel milieu on vient, on puisse accéder à l'enseignement supérieur. Et donc, tout passe par nos arguments et nous, notre force de plaidoyer, c'est de dire aux États, vous avez une obligation de faire tous les efforts possibles pour financer vos systèmes éducatifs et y compris l'enseignement supérieur. Et si vous ne le faites pas, et la question qui est un peu sur la France, c'est la question de la régression. Là, est-ce qu'il y a une régression des budgets et des répartitions? Parce que si ça, c'est le cas, c'est une violation du droit. Normalement, on doit augmenter. Et si on régresse, parce que parfois, il y a des défis, c'est pas moi, il y a la pandémie, on met l'argent ailleurs, ça doit être justifié.
ça doit être justifié. On doit dire pourquoi, si on a fait des régressions, ça doit être justifié. Et si les États, ils ne peuvent pas justifier pourquoi ils ont fait des régressions budgétaires, alors que l'idée, c'est de faire une réalisation progressive, alors il y a une violation du droit. Ça, c'est des arguments qu'on peut amener aux États et à nos gouvernements pour discuter. Mais après, juste, je le pose encore en question pour tout le monde avant de redistribuer la parole, c'est que moi, la question de fond, en plus du financement, c'est comment on règle ces problèmes d'inégalité à la base. Parce que quelqu'un qui vient d'un milieu social défavorisé, comme on a dit, qui ne connaît pas, qui n'est pas forcément à l'aise, qui va peut-être moins réussir, peut-être à moins briller parce qu'il n'a pas accès peut-être à tout l'accès culturel, de connaissances, comment on permet aussi que ces groupes-là puissent avoir accès à un enseignement du fait de leur milieu social. Ça, c'est un autre défi aussi à répondre collectivement qui va au-delà du financement, mais qui pourrait peut-être être pallié justement par des accompagnements aussi avant le supérieur, parce que ces problèmes-là, ils naissent bien avant. Comment on accompagne même avant sur des soutiens les groupes qui sont plus défavorisés. J'espère que ça répond à la question du droit, Hugo, que tu demandais. Et je vois qu'il y a d'autres questions, Juliana. Je ne sais pas, il y avait Paul qui avait levé la main, je crois. Oui, très succinctement, parce que c'est une question qui est très difficile à répondre, la question du droit. Est-ce qu'on considère que le jeune est un jeune travailleur intellectuel? Est-ce qu'on considère qu'il a des droits et des devoirs à remplir sous condition d'un versement d'une aide financière? C'est très très large, mais effectivement, on arrive un petit peu là à un enchevêtrement au niveau des politiques publiques, plus particulièrement à destination des jeunes, qui va potentiellement atteindre aussi la solidarité familiale. Puisque on le sait, c'est des choses qui ont été promises depuis un bon nombre d'années. C'est des choses qui ont été réaffirmées l'année passée par le président de la République, qui nous a été également reconfirmées par le Premier ministre lorsqu'on a pu le rencontrer avec d'autres organisations représentatives étudiantes et d'autres acteurs dans l'enseignement supérieur comme la CPU, la CGE et même l'OREF. En début d'année, c'était la fameuse refonte du système d'accompagnement et plus particulièrement de bourses sur critères sociaux. Et effectivement, on a plusieurs scénarios qui se présentent à nous. Est-ce qu'on supprime la demi-part fiscale au profit d'un financement du coup plus étalé, on va dire, pour compenser un petit peu le fait d'étendre l'assiette du nombre de boursières et de boursiers et de revaloriser également? Est-ce que l'État vient compenser, ce qui à notre sens est une des solutions les plus intéressantes? Est-ce que l'État va venir compenser les lacunes au niveau de la solidarité familiale pour conserver tout de même celle-ci, qui est quand même la base un petit peu de l'État-providence à notre sens, et qui, voilà, hein, la famille en France, c'est quand même quelque chose qui compose énormément de politiques publiques. Est-ce qu'on passe sur des prêts à remboursement contingent? Bon, je ne reviendrai pas dessus, vous savez mon avis là-dessus. Et voilà, il y a plein de choses à l'étude. Il n'y a pas de panacée, je pense, à l'heure actuelle. Il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a en tout cas beaucoup de scénarios qui présentent des risques assez grands à notre sens, et donc il s'agit de prévenir, on va dire. Donc effectivement, si on peut déjà éluder la partie parc, après remboursement contingent, c'est bien. Après sur le reste, en tout cas c'est sûr qu'on va arriver à, là dans les semaines, dans les mois à venir, à des restructurations plus profondes en tout cas de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'accompagnement financier, en tout cas social, des étudiantes et des étudiants, mais même plus largement des jeunes, puisqu'on parle beaucoup effectivement de l'accès à l'enseignement supérieur et de la recherche, mais il y a également toutes les personnes qui sont un petit peu en dehors de ces canaux-là, les personnes qu'on appelle les NEET, qui doivent être accompagnées humainement et financièrement, de sorte à ce qu'ils puissent retrouver une formation, un emploi, une formation qualifiante, une formation professionnalisante, peu importe, mais qui, s'ils l'ont envie, en tout cas, devraient être accompagnés. Aujourd'hui, ce n'est pas encore permis, malheureusement. C'est le cas pour ces personnes-là, mais c'est le cas également pour les jeunes diplômés. Les jeunes diplômés en dessous de 25 ans, je ne vous fais pas de dessin, hein. En dessous de 25 ans, il n'y a pas grand-chose pour accompagner financièrement ou humainement les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les autorités compétentes, en tout cas les organes compétents pour accompagner les jeunes diplômés, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des associations comme l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, mais les missions locales ou Pôle emploi ne sont pas foncièrement prêts ou armés, ou en tout cas même formés
à accompagner ces publics-là. Donc, comment est-ce qu'on repense tout simplement globalement l'écosystème d'accompagnement des jeunes dans toute leur exhaustivité, faire un droit opposable, un droit ouvert d'accompagnement humain et financier pour l'ensemble de la population, studentine ou non, 16-30, peu importe l'âge en réalité, hein, mais en tout cas, quand on en a besoin, je pense que là, on arrive vraiment à une date un peu butoir. Et on devrait avoir des choses arriver. Est-ce qu'elles seront bonnes ou non, c'est à nous toutes et tous, je pense, d'y veiller. Merci, Paul. Je vois que Élodie, tu voulais intervenir aussi, puis Romane après. Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez, Delphine, sur tout ce qui compte avant l'accès à l'enseignement supérieur, donc notamment le capital culturel. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans notre recherche et dans les témoignages qu'on a recueillis. Voilà, je vais en partager quelques-uns, notamment une jeune fille donc, que j'ai interviewée qui venait de Haute-Savoie et qui nous a raconté qu'en arrivant, qu'elle voulait passer le concours oral de Sciences Po. Et en arrivant à Paris, elle m'a dit c'est la deuxième fois que je viens à Paris de toute ma vie. La première fois, j'avais 6 ans. J'arrive là, il y a des musées partout. Moi, j'ai jamais vu ça. Et en fait, elle nous expliquait comment est-ce que être proche des institutions politiques et des musées en habitant à Paris, ça aurait facilité, elle, son accès à l'éducation supérieure et à Sciences Po, parce que c'est un mode de vie qu'on n'a pas forcément, donc là où elle venait en Haute-Savoie, donc la proximité avec les musées, tout ça. Aujourd'hui, donc on a Quentin qui est avec nous, qui est un étudiant qu'on a aussi interviewé dans le cadre de cette recherche. Et voilà, peut-être que si Quentin, tu veux partager ton expérience, ça pourrait être intéressant. Oui, bien sûr, je peux partager mon expérience. Du coup, peut-être commencer par me présenter. Du coup, je m'appelle Quentin Lemaire. Je suis actuellement du coup étudiant en première année de master en information et communication. Et en fait, j'ai grandi du coup dans une petite ville du Val d'Oise qui s'appelle Saint-Martin-du-Tertre, qui compte, disons, 2500 habitants, il me semble. Et donc, j'ai eu un entretien avec Élodie, du coup, pour expliquer mon parcours, parce que, disons que dans cette petite ville de 2500 habitants, on a pas mal de difficultés déjà, que ça soit de connexion. Par exemple, il n'y a aucun réseau téléphonique. Chez moi, je ne capte pas de téléphone du tout, en fait. On ne peut pas appeler avec le réseau normal, on est obligé d'avoir un fixe. Et pareil pour la connexion Internet, on est censé avoir un débit haut selon les opérateurs, mais en réalité, c'est tout à fait faux. On a la fibre, par exemple, on paye la fibre, mais on a un débit vraiment mauvais. J'avais énormément de mal cette année, par exemple, à suivre mes cours sans avoir de perte de connexion, de déconnexion complète. Il m'arrivait de ne pas pouvoir suivre le cours du tout sur une demi-journée. Donc, voilà pourquoi on a commencé à parler de ces conditions-là avec Élodie. Mais aussi bien avant ça, justement, le fait d'habiter dans cette petite ville qui n'est pas si loin de Paris, mais qui est en fait, quand on regarde concrètement, est assez loin quand même, parce que à vol d'oiseau, c'est à 30 minutes, Paris, mais en réalité, c'est à plus d'1h30, que ce soit en voiture ou en transport. Quand je dis 1h30, c'est en comptant la circulation et le fait de pouvoir rentrer dans Paris, de pouvoir vraiment accéder à Paris même. Donc, c'était assez compliqué d'avoir accès à tout ce qui est musée, tout ce qui est des choses comme ça. Ou même une bibliothèque, par exemple, moi dans ma ville, la bibliothèque était fermée tout le temps. Elle n'a jamais eu les moyens d'être ouverte. Elle a été ouverte quand j'étais vraiment petit. Je me souviens que j'y suis allé quand j'étais en maternelle et en primaire. Mais à partir du collège, c'était plus la peine d'essayer d'y aller parce que c'était plus possible. Il y a une problématique du coup dans ma ville, entre guillemets, d'accès à la culture, mais il y a aussi une problématique d'accès aux autres villes qui sont pas loin, parce qu'il y a très peu de lignes de bus. Il y en a 2 qui passent. Une qui nous emmène à Luzarches, une petite ville à côté, et qui en fait est très utilisée pour la ligne du lycée, parce que c'est là où se trouve le lycée, qui est à une dizaine de kilomètres de chez moi. Mais c'est pareil, en fait, il y a un bus par heure pendant 3 heures le matin, donc les heures de cours, donc 7, 8 et 9 heures. Non, pardon, je dis des bêtises, ça c'est pour le soir. En fait, il n'y a qu'un bus le matin à 8 heures. Et donc, si on commence à 10 heures, on est obligé d'y aller à 8 heures et d'attendre.
Et par contre, il y a 3 bus pour pouvoir rentrer, mais c'est assez compliqué. Déjà, on est obligé de se lever plus tôt que lorsqu'on commence, et voilà, plein de problèmes comme ça. Et pareil, dans la logique du bus en rentrant, c'est un bus qu'on partage avec plein d'autres villes, et il s'avère que ma ville est la dernière du parcours. Donc, en fait, si je finissais à 16h, je rentrais chez moi qu'à 17h30, alors que j'habite à 10 km de la ville. Donc, c'est assez long de rentrer en bus. Donc, ça fait que c'était souvent mes parents qui venaient me chercher parce que j'avais de la chance, entre guillemets, et que mes parents pouvaient venir me chercher à ce moment-là. Mais quand ils ne pouvaient pas, j'étais obligé de prendre le bus pendant une bonne heure. Quand on finissait le plus tard à 17h30, il arrivait qu'on avait des bus directs. Donc ça, c'était plutôt pas mal, on était contents. Mais bon, quand on finit à 17h30 et qu'on arrive chez nous à 18h, ça va. On est quand même content d'avoir ce bus-là, mais si on avait dû attendre, ça aurait été vraiment long. Voilà un peu. On a une deuxième ligne de bus qui nous emmène, elle, au collège. Donc dans une autre ville un peu plus grande que la mienne, qui s'appelle Viard, mais qui est juste celle-ci encore plus proche, 5 km on va dire, de chez moi. Mais c'est pareil, en fait, il y a très peu de bus. C'est les bus aux horaires du collège. Et sinon, il y a 2 autres bus dans la journée, il me semble. Donc c'est assez pauvre pour pouvoir aller dans les villes alentours. Et c'est pareil, après, quand on est dans la ville alentour, il faut prendre un autre bus pour aller pour aller dans d'autres villes ou pour trouver d'autres zones de transport, de moyens de transport. En dehors du bus, il y a une ligne de train qui est la ligne H. Alors il s'avère qu'on est en bout de ligne. Donc sur notre partie de la ligne, on n'a qu'un train par heure, sauf aux heures de pointe où on en a 2. Mais ce qui rend les choses assez compliquées parce que si on le rate, on est forcément obligé d'être en retard. Et il faut savoir que, petite complexité de ma ville aussi, on partage la gare avec une ville voisine, mais du coup, la gare se trouve entre les 2 villes. Donc, en dehors de la voiture, on a plus de 25 minutes de marche pour aller de la ville jusqu'à la gare, au moins. Et du coup, voilà. Ensuite, quand on est dans le train, on a encore 30 minutes pour arriver à Gare du Nord. Et arriver à Gare du Nord, après, on est à Paris. Mais on ne peut pas aller… En fait, sur la ligne H, c'est assez compliqué de faire autre chose que Saint-Martin-du-Tertre, Paris, enfin, la ligne Paris, parce qu'elle nous emmène forcément… sur la ligne, il y a très peu de hubs où on peut trouver d'autres moyens d'aller dans d'autres villes. Donc, les connexions ne sont vraiment pas bonnes point de vue transport. On a énormément de complexité à ce que ça soit aller au lycée ou même au collège. C'est vraiment compliqué, en fait. Donc, voilà pour l'accès vraiment physique, on va dire, à tout ce qui est école ou lycée. Donc, c'était assez compliqué. On perdait beaucoup de temps dans les transports ou alors beaucoup d'énergie en fait qu'on pouvait investir dans les cours ou dans des choses comme ça. Il y a des fois où ça me démotivait complètement d'aller à l'école, d'aller au collège ou au lycée, parce que de devoir se lever alors qu'on commence à 10h30, de devoir se lever à 7h30, disons, pour partir à 8h, prendre le bus, et de savoir qu'on va de toute façon attendre 3 heures au lycée jusqu'au prochain cours, alors qu'on peut dormir en soi et prendre des forces, ou alors travailler quand on rentre plus tôt le soir. C'est un peu démotivant. Il y a une problématique aussi qui est rentrée en jeu et très liée à la particularité de ma ville, c'est-à-dire que en fait, Saint-Martin-du-Tertre, c'est l'endroit le plus haut d'Île-de-France. Et du coup, en fait, ma ville est pentue et les bus ne peuvent pas passer en hiver. Donc, compliqué d'aller à l'école en hiver. Donc, il y a plein de fois où j'ai raté les cours en hiver quand il neige, et où on était un peu réprimandé parce que il neige chez nous, mais pas chez les autres. Donc, l'Usarche, il y avait les routes étaient déblayées et tout, mais à Saint-Martin, pas possible pour le bus de passer, et ce n'était pas ni le maire, ni personne en fait appelait l'école pour le dire. Donc, du coup, nous, on se faisait juste engueuler parce qu'on n'était pas en cours. Donc, c'était un peu frustrant aussi. Pas mal de choses comme ça en fait, c'était pas vraiment un empêchement d'aller en cours parce qu'on pouvait quand même y aller, et si on trouvait des solutions, on pouvait y aller, mais ça rendait les choses compliquées, et ça pouvait être démotivant parfois, même souvent, quand il y avait des problèmes. Alors des fois, le bus ne passait tout simplement pas, sans aucune raison. On n'avait aucune raison du non-passage du bus. Voilà.
dans l'ensemble. Merci Quentin, c'est super d'avoir un témoignage vraiment d'une réalité concrète des étudiants, parce que là, et pour nous spécialement à RTI, on le dit tout le temps, mais pour nous c'est important qu'on ne parle pas juste de traité, de droit, et on va revenir aux questions qui sont posées sur cette question-là, mais derrière le droit à l'éducation, il y a des étudiants et il y a des vrais défis. Et quand on parle d'éducation et d'éducation supérieure, on parle de trajectoire de vie. Et c'est vrai que des étudiants qui doivent travailler, qui ont des transports qui sont beaucoup plus longs que d'autres étudiants, ils sont d'une certaine façon désavantagés dans l'accès à leurs études. Et ça rejoint, Hugo, ce que tu disais. Il faut en fait, pour que tout le monde puisse être égalité, il faudrait même qu'on puisse avoir des logements accessibles, des choses que ça puisse être pallié pour tout le monde. C'est un vrai défi. Pour rebondir un peu sur ça, j'ai eu la chance du coup d'avoir dans les 2 premières années d'éducation supérieure, donc quand j'étais à l'IUT, j'avais fait un DUT à Paris et j'ai eu la chance d'avoir un appartement à Clichy qui m'a simplifié énormément la vie parce que sinon je devais avoir 1h45 hors le temps de voiture pour aller jusqu'à la gare, 1h45 pure de trajet sans compter les problèmes de transport ou quoi que ce soit. Juste pour y aller, donc aller-retour ça fait plus de 3 heures et quelques, et du coup là j'avais plus que disons 40 minutes et c'était bien plaisant parce que quand on a des devoirs à rendre ou qu'on doit faire des travaux de groupe, c'est très compliqué de venir sur Paris. Déjà si on n'a pas de véhicule, c'est très compliqué de venir sur Paris pour aller ne serait-ce que jusqu'à la gare. Et du coup, c'est vrai que les logements, je pense que ça peut être vraiment, vraiment une bonne opportunité. Moi, je n'ai pas eu la chance cette année d'en avoir un parce que je suis parti au Canada l'année dernière et qu'en revenant, on ne me l'a pas réattribué. Et du coup, tous les matins, entre guillemets, là, je suis en stage, mais avant, c'était assez compliqué. Donc, vraiment. Merci Quentin pour ton témoignage. Alors, il y avait Roman qui attendait la parole, donc je vais peut-être lui donner d'abord, puis après, il y a Paul qui avait une question, puis j'ai vu qu'il y avait une question aussi dans le chat. Oui, je voulais juste revenir à la question de Hugo et répondre sur l'aspect juridique. Et juste pour dire qu'en fait, la réalité est assez je sais pas, pessimiste ou déprimante parce que actuellement le système juridique, certainement le système constitutionnel français ne considère pas du tout le droit à l'éducation comme un aspect pertinent pour les questions de redistribution ou le niveau de l'éducation, certainement pas l'enseignement supérieur. C'est surtout considéré comme une question administrative ou c'est la volonté de l'État qui finalement décide la réalité. Et la question de droit n'est pas considérée du tout. Et en fait, c'est ce que les ONG et dans l'académie, ils essayent à faire, c'est amener l'aspect du droit international, des droits humains internationaux et les appliquer, en fait, forcer l'État comme par exemple France, de commencer à considérer la question des droits. Mais même en droit international, la question de l'enseignement supérieur n'est pas liée à la question de la redistribution de la richesse ou des questions fiscales, pas du tout. Et en fait, il faut réimaginer le système pour rendre les questions constitutionnelles ou de droit humain international pour les entrer dans ce champ. Et en fait, ce que vous dites et les questions qu'on a vues dans ce projet et les problèmes que vous démontrez doivent être traduits aux questions juridiques, mais ce n'est pas encore fait. C'est un projet à faire. Merci Roman. Paul, vous vouliez réagir? Oui, très rapidement, c'était par rapport à l'intervention de Monsieur le maire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui sont, puisqu'on a une augmentation démographique de la population estudiantine, donc forcément plus de gens aussi qui viennent de milieux ruraux. Et à ça, la question du logement est assez compliquée. C'est vrai que 175 000 logements gérés par le
parc des Crous pour 2,7 millions d'étudiants, ça fait peu en proportion, même s'il y a d'autres initiatives, bien entendu, publiques, à l'instar du parc HLM qui tend à s'ouvrir aux jeunes étudiants. Il y a la question des campus connectés, et là, c'est un petit peu une question pour les personnes qui sont ici présentes. Qu'en pensez-vous? Si vous avez eu l'occasion un petit peu d'étudier la question, c'est de plus en plus travaillé. Nous-mêmes, nous sommes sollicités en ces temps-là actuels pour développer la question des campus connectés, leur offre de formation et comment est-ce qu'on dynamise également un peu la vie étudiante en leur sein. Et voilà, savoir un petit peu comment est-ce que vous envisagez l'arrivée de ces derniers un petit peu dans le paysage de l'enseignement supérieur. Ce ne sera pas le panacée, je pense, mais ça peut quand même peut-être régler quelques petites problématiques au niveau des disparités de l'offre de formation vis-à-vis des territoires. Donc voilà, c'est un petit peu une bouteille à la mer si il y a des personnes qui veulent réagir. Moi, je veux bien réagir sur cette question et sur l'autre, du coup. C'est juste là, ça c'est juste ma vision de mon point de vue d'experte en droit à l'éducation, pas une étudiante de terrain et experte du système éducatif, donc je tiens à le préciser. Mais ce qu'on a observé cette année et aussi dans les discussions avec le peu d'étudiants qu'on a eu, c'est que je pense que les campus connectés, c'est une opportunité géniale d'accès pour des gens du monde entier. Enfin, on peut étudier, on peut se connecter justement. Hugo, il mentionnait Harvard. Bah, voilà, on peut se connecter à Harvard sans avoir à se déplacer et avoir des frais excessifs. On peut étudier et suivre des cours. Mais il y a toujours la question de la problématique de la connectivité qui n'est pas toujours évidente. Et il y a quand même une question. Donc, je pense que c'est… Enfin, ce que nous, on voit et ce qu'on observe en ce moment, c'est que ça doit être pensé. Il y a des opportunités. Mais il faut être vigilant aussi en termes de la vie étudiante. C'est un espace de rencontre et d'échange entre les étudiants. On connaît des étudiants cette année qui ont fait des dépressions, qui sont enfermés justement dans des mini-chambres de 9 mètres carrés devant un ordinateur toute la journée. Les échanges avec les enseignants, elles sont intéressantes derrière un écran, mais il y a tout l'aspect de la vie universitaire pour des étudiants et pour se lancer dans la vie, c'est énorme en termes d'émancipation. Donc, comment on fait l'équilibre et la balance entre ces deux aspects-là? Et de mon point de vue, on ne peut pas juste transformer tout le système éducatif en accès à distance. Surtout qu'on n'est jamais sûr que la connectivité Internet, ça va fonctionner tout le temps. On ne sait pas. Là, ça fonctionne, tout marche bien, mais on n'avait pas prévu une pandémie. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Et je pense que je parle aussi en termes de contenu de l'éducation et de vivre ensemble. Et il y a une opportunité, je pense, extraordinaire d'accès justement et de contribuer à augmenter les égalités en donnant accès à d'autres qui n'auraient pas accès. Mais ce n'est pas sans effet secondaire à mesurer aussi. Et peut-être, pendant que j'ai la parole, avant de la redistribuer, il y a une question qui a été posée sur la question et ça fait un peu le lien, mais aussi sur cette question des concurrences entre différentes écoles et universités, et notamment entre ces écoles privées avec des frais de scolarité d'entrée assez élevés. Il y a quand même des réponses en droit, hein. C'est juste qu'on ne les active pas et qu'on ne se mobilise pas, mais il y a des réponses. Et pour ceux qui en ont peut-être déjà entendu parler, justement, il y a tout un travail qui a été fait par des experts en droit international du monde entier, dont Roman fait partie. Il y a eu l'adoption des principes d'Abidjan en 2019 sur cette question notamment de la régulation des acteurs privés. Pas que, hein, parce qu'il y a toute la question justement du financement de l'État, du système public, mais toute cette régulation des acteurs privés, elle ne s'applique pas qu'au système primaire et secondaire, elle s'applique aussi au système supérieur, à l'enseignement supérieur. Et quand ce développement de concurrence, de marchandisation, parce qu'on en est à ce niveau-là, on est en train de faire un marché de l'enseignement supérieur, multiplie, accroît les inégalités, crée des disparités, on a des outils juridiques pour aller questionner ça, parce que ça, c'est contraire aux droits de l'homme, c'est contraire au droit à la non-discrimination et à l'égalité. Et on est en train, nous, de travailler avec Thibaut sur ces questions-là, notamment en France, mais dans d'autres pays. C'est une vraie question et il y a des réponses juridiques à ces questions-là. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir sur les campus connectés. Pardon, Juliana. Non, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, c'est l'importance aussi de la justiciabilité, d'amener les problèmes au cours pour qu'elle puisse être discutée, pour que la question puisse aussi être discutée, qu'on puisse s'en saisir du droit pour résoudre les questions qui sont là et dont parfois
on essaye de les résoudre autrement, tout en oubliant que les droits confèrent une protection particulière à tel ou tel sujet. Donc, juste pour inciter à regarder aussi de ce côté-là et à se mobiliser dans ces sens. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Je laisse Inès intervenir. Et encore une personne, s'il y a encore des réactions, parce que je vois que les temps passent très vite. On aurait pu continuer encore 1 heure à discuter. Mais je passe donc tout de suite la parole à Inès. Merci beaucoup, je vais essayer de faire vite. Simplement, peut-être un petit mot en tant qu'étudiante, par exemple, avec Elodie et Fiona, on a passé toute notre année en ligne comme la plupart d'étudiants. C'est vrai que ça a été quand même assez difficile de s'intégrer dans les cours, de pouvoir suivre. Et du coup, sur ce côté de la digitalisation, de la numérisation de l'enseignement supérieur notamment, c'est vraiment, on a trouvé une problématique à double tranchant. D'un côté, ça nous donne accès à beaucoup plus de formations. On a pu suivre, par exemple, des MOOC, on a pu suivre des webinaires en ligne, on a pu beaucoup plus se former. Mais d'un autre côté, cette utilisation des nouvelles technologies, ça exacerbe aussi certaines inégalités, notamment, comme ça a été présenté par le témoignage de Quentin sur avoir accès à Internet, avoir accès à une connexion suffisante, mais aussi avoir accès à un ordinateur ou un téléphone. Il y a beaucoup de familles où il n'y a pas suffisamment de téléphone ou d'ordinateur pour pouvoir suivre les cours. Et donc, d'un côté, ça permet à des personnes qui ont déjà des moyens, déjà des bonnes connexions, déjà des outils digitaux et qui savent s'en servir, d'accéder à une meilleure éducation. Mais en même temps, ça ne permet pas, on va dire, aux populations les plus touchées ou les plus défavorisées de combler ce manque. Donc, ce côté de numérisation et de campus digital, je trouve que c'est quand même une très bonne idée pour réduire certaines inégalités. Par contre, dans toutes les recherches qui sont faites, il y a un énorme point en insistant sur le fait qu'il faut accompagner les différentes personnes qui n'ont pas accès de manière quotidienne à ces technologies. Oui, Hugo, merci. Moi, je voulais réagir sur le fait que, évidemment, on apprend du contenu dans les cours, mais aussi on fabrique du capital social, on rencontre des gens, d'abord des camarades de promo, et puis aussi des enseignants, des initiatives qui se passent dans l'établissement. Les établissements mettent une énergie considérable à construire ça, en fait, et d'autant plus qu'ils sont hauts dans la hiérarchie, par ailleurs. Et donc, voilà, avoir accès à un cours, à un MOOC à Harvard, c'est super, mais ça apporte absolument rien du point de vue du capital social. Et donc, si l'objectif, c'est d'apprendre des choses, ça marche. Vous pouvez regarder plein de vidéos YouTube, par ailleurs, il y en a plein qui sont super, ou lire des livres. Mais si l'objectif, c'est d'avoir un stage, d'avoir un boulot, ou de monter une start-up, ou je ne sais pas quoi d'autre, ça marche beaucoup moins bien, quoi. Donc, voilà, moi je dis pas, je ne suis pas du tout pour restreindre l'éducation, l'enseignement supérieur à ça, mais c'est un aspect qui ne passe pas par la connexion. Et l'autre élément qui me paraît hyper important à prendre en compte, c'est la dynamique dans laquelle on est, quoi. Et on est, je pense, très largement d'accord ici sur le fait qu'il y a d'abord une dynamique de hiérarchisation et de privatisation. C'est une occasion de plus de donner de la place à des multinationales de l'enseignement supérieur. Dans une autre dynamique, exactement les mêmes outils pourraient faire exactement l'inverse. On pourrait très bien avoir que des outils libres et rendre accessibles tous les webinaires à tout le monde. Là, aujourd'hui, les cours, ils ont tous eu lieu à distance, mais si vous voulez avoir une note et un diplôme d'une université, il faut quand même être inscrit. Et donc, ce n'est pas parce que vous y avez accédé, que vous avez suivi, que vous avez compris, que vous avez le diplôme, quoi. Donc, il y avait des occasions, mais clairement, personne n'a envie de les saisir. Enfin, du côté des chefs d'établissement, voilà, tous les étudiants de Sciences Po en France auraient pu être inscrits à Sciences Po Paris et suivre les cours à Sciences Po Paris, puisqu'ils ont tous eu lieu à distance. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, au contraire, mes étudiants, ça a plutôt renforcé les barrières administratives, le fait de passer à distance. Effectivement, et sur ces questions-là, je vous inviterai à suivre l'actualité de RTI sur les réseaux sociaux, parce que prochainement, on aura donc la publication d'une série de blogs qui ont été aussi réalisés par les étudiantes dans les cadres, cette année, dans les cadres de cette collaboration entre Sciences Po et Right to Education Initiative, où elles abordent notamment ces questions-là liées aux impacts de la COVID-19 sur les inégalités et sur la vie quotidienne étudiante, non seulement d'un point de vue étudiante, mais ce que nous avons trouvé intéressant, c'était aussi de leur donner la voix pour qu'ils puissent s'exprimer sur ces sujets qui a autant marqué
l'année ou les 2 dernières années, non seulement pour ceux qui étaient déjà inscrits, mais aussi pour ceux qui viennent de s'inscrire et tous les côtés aussi dont vous mentionnez, Hugo, de la sociabilité, en fait, de la sociabilité étudiante de cette période de la vie et de tout ce qui se passe autour de l'enseignement aussi, et en plus de l'enseignement quand on est sur les campus, et comment ça peut aussi, cela, influer sur les perspectives de carrière, sur la construction individuelle, personnelle, etc. Donc, voilà, c'est un point très intéressant et je vous invite donc à rester vigilant et à regarder et à suivre nos actualités pour avoir accès donc à cette série de blogs qui sera publiée à partir de la semaine prochaine, tous les 10 jours, hein, donc un nouveau blog écrit par les étudiants sur cette question qui nous concerne et qui revient par d'autres moyens à beaucoup de questions qu'on a discutées aujourd'hui, parce que effectivement, comme on disait au tout début, l'actualité n'est fait que mettre en lumière des inégalités préexistantes, mais tout en les creusant de plus en plus. Donc, l'accès à la question de la connectivité, les faits que les étudiants ont dû en face du coût de la vie étudiante, notamment dans les grandes villes. Donc, ils ont été inscrits, comme vous dites, Hugo, à Sciences Po Paris ou à Sciences Po Reims, Rennes, mais de toute façon, ils ont payé des frais, ils ont éventuellement déménagé en espérant pouvoir accéder aux cours en présentiel, et puis finalement ce qu'on observe, c'est un retour chez les parents parce que voilà, les coûts de la vie n'est pas les mêmes et avec une connexion moindre, et tout ça s'accumule et c'est un effet qui renforce donc les inégalités. Donc la question cette question qui est très actuelle en fait, et qui nous permet d'aborder aussi la question des inégalités par d'autres moyens. Donc, je vous invite donc à suivre nos actualités. Je vous ai remis là donc les liens pour les documents partagés. Donc, si vous voulez continuer à suivre nos actualités, mais surtout à continuer à la discussion dans les prochains mois, à partir de dès septembre, en vue d'alimenter donc ces rapports, les discussions pour les rapports qu'on fera donc pour les comités de l'ONU, mais également pour la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur. Donc, ça serait très intéressant de pouvoir continuer cet échange parce que les temps passent très vite et comme je disais tout à l'heure, il est déjà presque 17 heures. Je n'ai pas vu le temps passer et les temps passent vite et notre réunion s'achève, donc arrive à la fin. Je voudrais remercier la présence de toutes et tous, remercier les étudiantes du travail qu'elles ont fait cette année, remercier aussi Anna, Clara et les autres étudiantes qui sont là, Justine, des années précédentes aussi, remercier Thibaut, Hugo, Paul et Emma de leur présence et à tous ceux qui ont participé, ont posé des questions, content pour les témoignages. Est-ce que Delphine, Romain, vous voulez dire quelques mots, un mot ou deux avant de finaliser pour clôturer notre séance d'échange, des débats et notre table ronde? Juste, je vous remercie et c'est tout. Merci beaucoup. Juste pour dire que c'était excellent. Hein. La présentation était excellente et merci à vous. Merci à Right to Education Initiative. Peut-être juste un mot pour dire que cette discussion, elle continue. C'était une ouverture de table ronde. On va continuer ce projet l'année prochaine, normalement, avec la clinique de Sciences Po et d'autres étudiants, particulièrement sur la question de la privatisation. On va ouvrir publier ce monitoring guide, ce guide de suivi sur comment mesurer les inégalités en enseignement supérieur qui pourront s'appliquer à de la recherche en dehors du système français, et on va porter cette question auprès des instances gouvernementales françaises, des parlementaires et auprès des Nations Unies dans le courant de l'année prochaine, et ça sera aussi porté dans les discussions plus globales qui auront lieu à l'UNESCO l'année prochaine. Donc c'est l'ouverture d'une discussion, on va continuer ce débat-là et on sera ravis de continuer le dialogue avec vous sur ces questions. Merci à tous pour vos contributions et échanges vraiment très riches. Il y a encore des questions à creuser. Sans doute. Il y a de la matière
pour les chercheurs, pour les organisations de la société civile. Donc, on espère pouvoir continuer ça. Merci à tous et à toutes. Merci.